Bonsoir, comment allez-vous? Oh, allez, un léger retard, c'est ma faute, voilà, je le dis, c'est ma faute, je suis navré, voilà, je lève la main, je plaide coupable, pas de souci, mais on est ensemble quand même, parce que ça fait plaisir de se retrouver pour Grand Prix, ça fait un bail, hein, bien évidemment, puisqu'il n'y avait pas de Grand Prix pendant 4 bonnes semaines, hein, on a pu profiter de la vraie vie, c'est bien, ça change, c'est plutôt pas mal, et puis la Formule 1 s'est dit, allez, maintenant, nous allons évidemment nous lancer dans 3 courses d'affilée, donc 3 émissions d'affilée aussi dans ces 3 prochaines semaines. Vous allez voir, ça va être un rythme assez fou. On va revenir aujourd'hui sur le Grand Prix de Belgique, donc, qui s'est disputé ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps, et qui n'était pas le dernier Grand Prix de Belgique. Voilà une bonne nouvelle. Déjà, c'était plutôt pas mal. On n'était pas convaincus, évidemment, que cette bonne nouvelle tomberait, mais le Grand Prix de Belgique eh bien, poursuivra l'aventure et a signé au moins en 2023. Pour les Attends, années... c'est le Grand Prix de Belgique à quel ami l'année prochaine? Bien sûr, évidemment, en décembre, puisqu'il fera très chaud là-bas, donc pas de souci. Non, mais dites-vous qu'au moins, cette fois-ci, voilà, il y a au moins 2023, les années suivantes, écoutez, on mettra peut-être en place des petites alternances, mais pour l'instant, le Grand Prix de Belgique, eh bien, continue, et ça fait plaisir. Et donc, on va revenir sur cette course, et puis aussi un petit peu sur ce qui s'est passé pendant cet été, parce que du coup, il y en a quand même eu des choses à dire. Il s'est passé quelques petites choses sur le front des transferts. Peut-être que vous n'étiez pas au courant. On va vous rafraîchir, évidemment, la mémoire, si jamais. Comment va Franck? Bonsoir, ah bah écoute, ça va très bien, très heureux de retrouver tout le monde après effectivement ce petit mois de pause estivale qui n'a pas vraiment été une pour pour les journalistes, puisque on a tous guetté effectivement les annonces du côté d'Alpine, de McLaren, savoir ce qui allait se passer avec Oscar Piastri. Finalement, bon, même les avocats étaient en vacances, donc et puis on n'a pas chômé, hein, il y a quand même eu pas mal d'actu, donc effectivement, on a retrouvé un peu la vraie vie, on a jonglé un petit peu avec Paul, avec Manu, avec les vacances, avec le suivi de l'actualité, donc tout s'est bien passé. Et puis un bon Grand Prix de Belgique pour la rentrée, avec pas mal d'actu, pas mal de transferts à commenter, de futurs transferts en tout cas. Bon, la petite déception, effectivement, c'est qu'on s'attendait à un Grand Prix ultra serré, et puis c'était une domination d'une équipe, donc on va y revenir. C'est vrai que le concept de la domination en partant aussi loin était assez surprenant, mais c'est bien ce qui nous arrivait. Je tiens à rassurer le chat quand il dit qu'il a jonglé avec Manu et Paul, ça n'est pas au sens littéral, il n'a pas pris Manu et Paul, il n'a pas... Quoique, hein, finalement, après tout, en fait, C'est ça. vous occupez vos étés comme vous le voulez, hein, chez Next Gen, bien évidemment. Le mec dans le chat qui me demande à quand un mug Next Gen. Ah, ça, tu gères, hein, moi, je... Voilà, moi, je... Ah, bah, ouais, s'il y a de la demande pour des goodies, pourquoi pas. Bon, après, c'est pas très responsable de manière voilà, durabilité, voilà, tout ça, parce que c'est en général, ça c'est produit en Chine, et je suis un petit peu contre tout ça. Donc, Un mug en mais bon, bambou. Voilà, on va... oui, utilisable une fois. Donc, Ouais, ça... Mais en tout cas, voilà, ça va être compliqué d'avoir un mug par émission. Donc, oui, non, mais là, effectivement, ça devient difficile. Hein. On ne va pas faire des mugs pour tout. On ne va pas faire des mugs pour les soirées cinéma non plus. C'est bien compliqué. Mais c'est bien, écoutez. Si vous le aimez... mug Jean Mineur, on le veut. Hein. Ah, évidemment, oui, oui, non, mais il y aura tout ce qu'il faut, évidemment. Logique Avec en une plus. très belle tête. Nico qui te demande s'ils seront aussi chers que les goodies de Pourchère. Écoutez, Alors, ils seront juste moins chers qu'une place pour Las Vegas, je peux vous le promettre. voilà, c'est déjà un début. Hein. Nitra me dit on fait un mug en terre cuite en live, en écrit Next Gen dessus. Exactement. Voilà, à un moment donné, on fait des trucs responsables. Comment va Paul maintenant qu'il a fini donc d'être en train d'être jonglé? Bah ça va, ouais, j'ai marsouillé tout l'été. Non, ça va. Bonsoir à tous, bonsoir au chat. Très heureux de vous retrouver après ce petit mois de pause, même si, comme l'a dit Franck, c'était pas 100% une pause cette année. Mais bon, au moins, on a de l'actualité à traiter cet été. C'était pas mal. Et puis, la saison a repris maintenant. En effet, pour le suspense, on en parlera plus tard. Bon, on a peut-être pris une petite claque ce week-end. Les concurrents de Red Bull, sûrement encore plus que nous. Mais en tout cas, il y a quand même des choses à dire. Effectivement, beaucoup de choses à débriefer. Et puis, bah, puisque 2022, on va commencer peu à peu à tirer les conclusions, bah, il y a quand même 2023 qui s'annonce excitant, tant sur le marché des transferts que pour tout ce qui se prépare dans les différentes équipes. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et puis on a eu un très beau Grand Prix quand même. Donc, avec des belles manœuvres, des beaux dépassements. Donc, il y aura quand même beaucoup de choses à dire sur ce Grand Prix de Belgique. Voilà, mais c'est pour ça que l'émission d'aujourd'hui durera 17 minutes. Pas que ça va faire un pop-up, pas de course, non, non, mais c'est vrai que c'était un joli Grand Prix. On commence par le petit avis un peu général sur cette course. J'avoue qu'en fait, mon appréciation du Grand Prix a diminué au fur et à mesure qu'on se rendait compte en fait de ce que Verstappen allait faire au peloton, ce qui était assez fou.
Il a évidemment aussi largement diminué dès l'arrivée au combe dans le premier tour, mais ça c'est pour d'autres raisons bien évidemment que l'on expliquera en détail tout à l'heure. Mais Franck, ton avis global ici sur ce Grand Prix? Effectivement, les 12-13 premiers tours, c'était extrêmement excitant. Donc, on a eu un joli départ sans encombre à la source déjà, donc ça c'était bien. Ensuite, alors je sais pas si on commence par effectivement le départ et cet accrochage entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton donc, au combe, c'est un petit peu l'élément marquant de ce début de Grand Prix. Bon, voilà, Lewis Hamilton a plaidé coupable sans aucun problème. Voilà, effectivement, il avait la place pour passer, il n'était pas obligé de serrer autant Fernando Alonso à l'intérieur, qui lui ne pouvait pas vraiment se serrer plus, sinon c'était l'intérieur de l'herbe qui prenait. Donc voilà, une petite erreur de jugement effectivement de Lewis Hamilton. Ça arrive. Le problème, c'est qu'il a endommagé sa monoplace de manière assez importante. Et aujourd'hui, il se dit que voilà, le moteur qui a été envoyé à l'usine pour être analysé pourrait être endommagé par ce qui s'est passé. Donc ça pourrait lui valoir une pénalité, soit au prochain Grand Prix, soit à un autre Grand Prix si effectivement il faut changer ce moteur. Parce qu'il n'y aura pas le quota nécessaire pour finir l'année. Donc voilà, c'est le côté un petit peu voilà, morose du côté de Mercedes. En plus de la performance générale de Mercedes ce week-end et de Ferrari, on en reparlera. Voilà, donc après, le petit échange à la radio, Fernando Alonso qui effectivement se plaint de Lewis Hamilton qui ne sait pas courir dans le peloton parce qu'il a été trop habitué à courir devant. Donc du coup, ça lui a eu une petite remarque. Lewis Hamilton qui a bien relevé effectivement et refusera d'aller s'excuser en personne à Fernando parce que maintenant il connaît vraiment le fond de sa pensée. Les deux hommes qui s'appréciaient, se lançaient des fleurs pendant des mois et des mois, il suffit d'un petit accrochage pour que tout parte de nouveau à zéro. Donc tout est à reconstruire entre eux. C'est les petits jeux, voilà, petites guerres médiatiques qu'on aime bien. Donc, voilà. Mais Lewis a envoyé une casquette. Il a préparé une casquette pour Fernand, donc tout va bien. C'est merveilleux. Pour son plus grand fan. C'était quelque chose à faire. Paul, ton ressenti sur ce Grand Prix globalement. Pour évoquer l'accrochage, effectivement, on peut regretter les propos d'Alonso. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que c'est dit sur le feu de l'action et qu'une fois la visière baissée, voilà, je pense qu'on parle. Ce sont des pilotes qui oublient complètement, entre guillemets, certaines limites. On peut le regretter, j'ai pas aimé ses propos et c'est un fan d'Alonso qui parle. Et j'en profite pour, au passage, souligner la classe d'Hamilton qui admet immédiatement en arrivant dans le paddock, une fois qu'il a revu les images, qu'en effet, c'était sa faute. À l'arrivée, c'est qu'un incident de course, finalement. Oui, il y a une erreur de jugement d'Hamilton, mais il n'y a pas de quoi en faire des tonnes non plus. Forcément, comme c'est entre deux champions du monde, ça va aussi un peu plus loin, on va dire, dans les interprétations qu'on peut en faire. Moi, je pense que ça reste un incident de course entre deux grands pilotes qui font rarement une erreur. Et qu'évidemment, ça prend plus d'ampleur que si c'était entre Latifi et Magnussen pour la 17e place au même endroit, ce qui est logique. Et les noms d'oiseaux entre pilotes, il y en a tous les jours à chaque séance, mais ce n'est pas tous les jours entre Alonso et Hamilton. Voilà. Pour le reste de la course, on a l'impression que Verstappen, quelle que soit sa position sur la grille, quelle que soit sa stratégie en course, même s'il avait fait 5 arrêts, je crois qu'il aurait gagné ce week-end. C'était assez dingue cette marge qu'ils avaient. Ils ont manifestement trouvé quelque chose avant cette course, ou en tout cas les autres ont peut-être moins performé que d'habitude sur ce circuit, mais c'est assez effrayant pour la concurrence qu'on a vue, et encore plus pour Ferrari qui en course était en plus sous la menace de Mercedes, puisqu'on a vu en fin de course Russell qui remontait à coup de dixième sur Sainz, et donc on est presque en train de se demander maintenant si Mercedes n'est pas en train de prendre le meilleur sur Ferrari en course, pas en qualif, où ce week-end Hamilton était à quasiment 2 secondes de la pole, alors qu'ils étaient en pole il y a un mois en Hongrie, donc c'est quand même assez étonnant. Mais pour le reste, Ferrari en course a, semble-t-il, plus d'avance sur Mercedes maintenant. Donc c'est une saison qui était déjà compliquée pour eux. Si là, en plus, maintenant, ils doivent se battre pour la 2e place, ce sera quand même vraiment un exercice de second pour eux. Et pour le reste de la course, en milieu de peloton, on voit quand même qu'Alpine se décroche assez nettement sur ce Grand Prix. C'est assez évident. Même Ocon qui partait en fond de grille est remonté dans le top 10 avec des dépassements de très grande classe. Je ne sais pas si vous voulez déjà les évoquer, mais c'était grandiose. Et dans le milieu de peloton, on a vu McLaren qui, à l'inverse, s'était un petit peu perdu ce week-end. Une explication intéressante d'Andreas Seidel à propos de McLaren qui disait qu'en fait, la MCL 36 ce week-end n'arrivait jamais à sortir correctement du premier virage. Ils n'avaient pas assez de motricité, ce qui en fait les pénalisait sur l'ensemble du tour parce qu'ils étaient soit en mauvaise position pour défendre, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment bien relancés à la sortie du virage, soit ils n'étaient pas suffisamment proches de la voiture qui les précédait pour tenter un dépassement. Donc, ils se sont retrouvés rapidement bloqués dans le trafic, alors que ça aurait pu être une voiture éventuellement correcte à l'air libre, mais une fois dans le trafic, ça ne marchait pas.
Et pour le reste, je pense qu'on pourra souligner un peu plus tard la performance d'Alex Albon quand même dans son peloton qui, encore une fois, place à Williams dans le top 10. Et je voudrais aussi plus tard saluer les nouveaux règlements pour ça, parce qu'on peut voir maintenant une Formule 1 qui est la plus mauvaise du plateau, réussir à jouer les points, et je trouve ça super. Et pour le reste, effectivement, un Grand Prix qui était animé au début, et qui, à partir du 18e tour, quand Verstappen a pris la tête, l'issue ne faisait plus aucun doute. Il faut espérer que ce qu'on a vu ce week-end se répète pas tout le week-end pour le suspense du championnat, même si on peut penser que Red Bull a tout gagné, au moins voir Ferrari et éventuellement Mercedes leur poser problème sur certaines courses, parce que si Spa est la nouvelle réalité de cette fin de saison, ce que je disais pendant le Grand Prix ce week-end avec Franck et Manu, c'est que ça pourrait ressembler un petit peu à une fin de saison à la Vettel chez Red Bull en 2013. Donc tant mieux pour eux, mais nous pour le suspense, c'est vrai qu'on aimerait quand même voir d'autres équipes jouer la victoire, mais on verra. On verra bien si les autres équipes pourront se relever du coup de massue qu'elles ont pris ce week-end, parce que je ne vois pas comment appeler ça autrement. Ça va être très très long, hein, si c'est la nouvelle réalité de cette saison, très clairement. Ça va être pour revenir un petit peu par équipe, effectivement, on peut déjà regretter, enfin en tout cas Sergio Pérez a regretté effectivement d'avoir loupé son départ, parce que lui-même le disait que s'il avait réussi à prendre son départ correctement et passer effectivement Carlos Sainz assez rapidement, il aurait peut-être pu prendre un peu plus d'avance et jouer un peu plus peut-être la victoire, en tout cas poser plus de problèmes à Verstappen. Mais Max Verstappen avait un tel rythme ce week-end que Pérez a eu beaucoup de mal à suivre d'ailleurs en libre et en qualif. Il est à peu près revenu correctement sur la dernière journée, sur la course. Je pense pas qu'il aurait pu résister aussi très longtemps à Max Verstappen. En tout cas, il n'y a pas eu de consigne d'équipe, ça a été confirmé quand Verstappen a passé Pérez, ça s'est fait de manière tout à fait normale, je dirais à la vitesse pure, au DRS. Voilà, on peut aussi regretter que le DRS sur ce circuit est un peu trop puissant. Je pense pas qu'il y ait besoin d'autant de DRS. Il y aura peut-être des choses peut-être à revoir l'année prochaine pour la dernière édition ou la première édition de la future série. On ne sait pas encore pour le Grand Prix de Belgique. Mais voilà, effectivement, quand un pilote a le DRS sur ce circuit, c'est assez un peu trop facile, je pense, pour les dépassements. Donc ça aussi, c'est un petit point à noter. Mais bon, ça veut dire Verstappen a survolé le week-end. Je veux dire, c'est impressionnant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en termes de réglage? Apparemment, la clé est un petit peu dans le management de la compression, effectivement, de l'eau rouge, parce que c'était là qu'il fallait jouer sur la hauteur de caisse, savoir comment passer cette compression pour effectivement régler la voiture le plus bas possible, ensuite bénéficier d'un appui maximum tout le long du tour. C'est ce que disait Ferrari, en fait. L'analyse de Mattia Binotto, c'est que ils étaient à la fois forts en vitesse de pointe, mais ils étaient aussi très forts dans le deuxième secteur, qui est le secteur où il y a besoin d'appui aérodynamique. À Spa, en général, pour les... Bon, je pense qu'on parle à quasiment que des initiés dans le chat, mais en fait, il y a en général deux philosophies de réglage, alors pas totalement opposées, mais qui se chevauchent un petit peu. C'est soit on privilégie la vitesse de pointe, soit on a un peu plus d'appui, on est plus fort dans le deuxième secteur. Chez Red Bull, ils ont un réglage qui réussit à faire les deux, en fait. Donc je pense qu'ils réussissent à générer assez d'appui avec leur plancher pour être très bons dans le deuxième secteur et donc passer ces virages-là au moins à la même vitesse que les autres. Donc voilà, ça fait la différence sur tout le tour. On verra pas de tels écarts, je pense, sur les prochains Grands Prix. Zandvoort, ça va revenir un peu plus à la normale. Monza, c'est quand même assez différent. Donc Monza, c'est vraiment une guerre d'ailerons et de traînées aérodynamiques. D'ailleurs, Alpine pourrait être assez forte là-bas, puisqu'ils ont quand même un très très bon moteur avec une très très bonne vitesse de pointe, donc à surveiller là-dessus, petit aparté. Mais voilà, je pense qu'ils ont trouvé quelque chose en termes de réglage, ils ont trouvé quelque chose en termes de suspension. J'ai entendu dire qu'effectivement, chez Red Bull, ils n'avaient pas hésité à mettre des butées de ressort assez agressives. En fait, une butée de ressort, c'est en fait vous avez une certaine, comment dire, vous pouvez jouer sur la suspension en termes de débattement. Et une fois que vous arrivez à fond du débattement, vous avez des butées pour éviter que la suspension se tasse trop, ce qui est très pénalisant pour le confort du pilote, mais ce qui permet effectivement d'avoir plus de débattement sur le reste du tour. Et vraiment, voilà, il tapait vraiment avant la bosse, enfin avant la compression de l'eau rouge, effectivement pour garder plus de hauteur de suspension. Et ça serait vu sur les caméras embarquées, donc les caméras arrière, donc en analysant tout le week-end. Donc c'est des choses qui seront analysées. Certainement par les autres équipes pour voir effectivement comment Red Bull a bien réglé sa voiture sur ce Grand Prix. La déception, c'est clairement Mercedes, qui s'attendait, je pense, à ce que la directive technique qui est rentrée en vigueur à Spa rapproche tout le peloton, sauf qu'en fait, ça a totalement écarté. Alors, ne jugeons pas sur un Grand Prix, mais pour l'instant, cette application de directive technique, on n'en a pas vu les effets bénéfiques.
En tout cas, Christian Horner a même dit merci à Toto Wolff voilà, pour cette directive, puisque ça, effectivement, ça les a plutôt avantagés a priori. Peut-être que ça a pénalisé Ferrari, mais Ferrari dément que ça ait joué sur quoi que ce soit. Donc attendons, parce que voilà, la Belgique c'était quand même assez particulier en termes de réglage, en termes de setup. Voilà, donc Red Bull, voilà, s'il continue comme ça, effectivement, ça peut être un titre mondial pour Verstappen dès le mois d'octobre. Alors si effectivement il continue à gagner et qu'il n'y a plus aucun de ses adversaires marque un seul point, ça peut être un titre des Singapour, donc ça évidemment ça n'arrivera pas. Japon, c'est déjà un peu plus probable s'il n'y avait que des doublés Red Bull. Si on continue comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, je pense qu'au mois d'octobre, on pourrait très bien avoir un deuxième titre pour Verstappen. Franchement, je vois personne d'autre titré cette année. Soyons réalistes, avec une telle avance. Voilà, quasiment 100 points sur Leclerc, qui est son principal rival. On ne parle pas de Sergio Pérez, voilà, qui n'ira pas jouer le titre, même si c'est la même voiture. C'est clair qu'il ne sera pas, entre guillemets, autorisé à aller chatouiller son chef de file. Bah, j'ai lu justement Shadow, Franck, qui posait la question en chat. Finalement, Perez peut peut-être jouer le championnat. Red Bull laissera-t-il jouer sa chance? Je tiens juste à rappeler que, effectivement, on dit qu'il peut peut-être jouer sa chance. Déjà, regardez sur la droite de votre écran, on voit qu'il est quasiment à 100 points de Verstappen. Et je tiens à rappeler qu'il est parti en deuxième position sur la grille, soit 12 de plus que son équipier qui lui a collé une mine pas possible en termes de résultat à la fin. Donc, il ne voit pas pourquoi la Perez deviendrait subitement beaucoup plus rapide que Max Verstappen sur les 8 dernières courses de la saison. Il n'y a pas de raison, voilà, à moins qu'il ait une baguette magique, qu'il ait trouvé un médicament ou quelque chose, j'en sais rien. Voilà, il n'y a pas de raison que Sergio Pérez se mette à mettre une pilule à Max Verstappen à tous les Grands Prix pendant 8 courses. Et encore, il faudrait qu'il en gagne et que Verstappen soit vraiment largué derrière pour pouvoir rattraper un tel écart. Soyons honnêtes, soyons réalistes, sauf cas de Covid, sauf grosse série d'abandons, sauf crash qui le met de côté pendant quelques courses, Max Verstappen gagnera ce titre en 2022. Et voilà, il faut quand même espérer que pour nous, fans, on ait quand même des jolies courses pour finir la saison, une belle bagarre, et puis que ça nous mette, d'emblée sur une saison 2023 plus intéressante. Par contre, moi, effectivement, là le problème, c'est surtout que je me poserais des questions chez Ferrari et chez Mercedes. Qu'est-ce qu'on fait en termes de concept de voiture, surtout chez Mercedes, parce que là, la décision, c'est maintenant, comme disait Toto Wolff. On pensait avoir réglé le souci de la W13 et se rapprocher. Finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les bureaux d'ingénierie? C'est là que tout va se poser. Toto Wolff a d'ailleurs dit que la W13 ne sera pas exposée à Stuttgart au musée Mercedes. Attendez. Ils ont une cave. ça sera là côté des Mercedes. Une grotte. De 2010 et 2011 qui ne seront plus jamais touchés. Ça n'a pas existé. Paul, oui, Red Bull, écoute, voilà, je pense qu'effectivement Verstappen, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais voilà, le titre est maintenant quasiment sien. On remarquait qu'on a déjà dit ça après la Hongrie, voilà, hein, c'est pas nouveau non plus, mais là quand même c'était une démonstration. Mais comme l'a dit Franck, à moins d'une série de crashs ou de problèmes techniques, mais ils n'en ont pas des problèmes techniques depuis. Ils en ont eu au début de saison. Ils ont visiblement réussi à résoudre les quelques problèmes qu'ils avaient. Et Verstappen est absolument impeccable parce que je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à revoir les caméras embarquées de ses premiers tours de course. Il est d'une patience et d'un calme dont il n'aurait pas fait preuve il y a 2-3 ans. Alors bien sûr, on pourra dire avec l'avance qu'il a au championnat, le fait d'être en confiance avec sa voiture, bien sûr que c'est entre guillemets plus facile d'évoluer calmement dans le peloton. Malgré tout, il y a un changement chez ce garçon cette année qui est quand même assez incroyable. C'est vraiment le patron du plateau, quoi. Sa voiture, évidemment, était dans une autre galaxie ce week-end, mais il l'utilise parfaitement. Et comme vous l'avez très bien dit, Pérez n'était pas du tout capable de faire la même chose au volant de la même voiture. Alors Pérez, le problème, c'est que visiblement, depuis qu'il y a eu des évolutions sur la RB18, la voiture a l'air de mieux convenir à Verstappen qu'à Pérez. Ce n'était pas forcément le cas en début de saison, c'était même plutôt l'inverse. Et on est un petit peu plus de retour dans cette hiérarchie 2021 où Verstappen il peut coller entre une demi-seconde et une seconde à Pérez sur un tour en qualif. Sans que et en fait, c'est normal. On a l'impression que ce week-end, on avait Verstappen et les autres. Pérez, bien sûr, a terminé second, mais encore une fois, s'il avait pris un meilleur départ qui se serait envolé, peut-être qu'il se serait imposé. Et moi, je ne crois même pas que ce sera arrivé. Verstappen lui en prenait à un moment donné presque une seconde par tour. Et je ne suis même pas sûr qu'il était à fond en permanence parce qu'en deuxième partie de course, il était bien sûr en gestion. Donc ouais, ça va être difficile de le renverser. Je ne le vois pas faire d'erreur parce qu'il n'en fait aucune. Je ne vois pas pourquoi d'un seul coup il se mettrait à en faire. Et il est dans la meilleure équipe du plateau, tout simplement. L'équipe qui lui donne la meilleure voiture, qui lui propose les meilleures stratégies. La voiture fonctionne sur quasiment tous les circuits. Ce n'est pas forcément la meilleure à chaque fois. On a vu que Ferrari pouvait avoir un avantage sur eux.
Mais après ce qu'on a vu à Spa, est-ce qu'on reverra Ferrari avoir un avantage? J'insiste, même s'il y a des tracés différents, en effet, on me l'a signalé dans le chat, de rappeler qu'entre Budapest et Spa, c'était très différent. Malgré tout, l'écart qu'on a vu ce week-end, c'était abyssal. Moi, je ne m'attends pas à avoir facilement une Ferrari ou une Mercedes battre une Red Bull cette année désormais. Après ce qu'on a vu à Spa, j'y crois pas. Sachant plus que la plupart des équipes, notamment celles qui sont battues, vont essentiellement se tourner vers 2023. Je ne m'attends pas d'un seul coup à voir Ferrari ou Mercedes faire des très gros progrès dans les 8 courses qui restent. Pour aller chercher Red Bull, ils n'ont pas intérêt à le faire. On l'a dit, Red Bull a probablement déjà tout gagné. Donc ouais, ça risque d'être une longue fin de saison pour la concurrence de Red Bull, à moins qu'une série de 2-3 courses avec des incidents relance, mais j'y crois pas trop, parce qu'on en parlera après de Ferrari, mais ils n'ont encore une fois pas été parfaits ce week-end, loin de là. Donc pour moi, la messe est dite, je suis d'accord avec vous, et avec 100 points d'avance sur son coéquipier, qui plus est, un peu moins de 100 points, la voie est tracée pour Verstappen, et je serais moins surpris par le fait qu'il gagne toutes les courses restantes qu'il rencontre une série de problèmes incroyables ou qu'il abandonne. Ça me paraît maintenant très illusoire. J'avais fait ce parallèle sur Twitter. Moi, j'ai vraiment la sensation de voir Vettel, en fait. Vous vous souvenez, bon, alors, à des degrés un peu différents, mais en 2010, quand même, Vettel, c'était le meilleur package, très clairement, avec la Red Bull. Et puis, bon, des problèmes mécaniques, des problèmes de Sébastien Vettel. Enfin, voilà, il y a eu un peu tout. Et il gagne le titre de manière miraculeuse à Abu Dhabi, comme ça, avec une série de problèmes pour ses adversaires. Et puis en 2011, il va atomiser la concurrence, ainsi de suite. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu ça avec Max Verstappen cette année. C'est-à-dire que l'an dernier, ben voilà, pour d'autres raisons, il a dû aller chercher le titre vraiment dans le dernier tour du dernier Grand Prix. Et maintenant, maintenant qu'il a réussi à décrocher ce titre au forceps, il est en train de juste dérouler, quoi. C'est assez impressionnant de voir ça, et on se demande où est-ce qu'il s'arrêtera. Après, si ça veut dire que Fernando Alonso jouera le titre l'an prochain, moi, je suis pas mécontent, mais je n'y crois que peu, bien évidemment, ça me semble quand même mal barré. Mais en tout cas, non, c'est vraiment, vraiment fort, ce qu'il nous propose ici. On va juste revenir un petit peu sur la polémique dans le chat, effectivement lancée par Mattia Binotto, qui se demande effectivement comment... alors, il se murmure que Red Bull est en train de préparer un châssis plus léger, de 5 kg. Un châssis comme ça, c'est au minimum entre 2 et 4 millions d'euros en termes de finances. Et tout le monde se dit, voilà, comment Red Bull peut effectivement financer autant de développement cette année. Et Mattia Binotto s'est effectivement posé la question, clairement, de savoir comment Red Bull faisait pour lancer effectivement tous ces développements dans le cadre de ces budgets capés qu'on a cette année. Alors, évidemment, personne n'est dans le secret des dieux, à part la FIA qui a effectivement des cabinets, donc c'est Deloitte qui est mandaté pour aller vérifier les comptes. Donc, logiquement, c'est réglo. En tout cas, si Red Bull ne peut pas perdre bêtement le championnat avec 100 points d'avance en dépensant 3 ou 4 millions d'euros de trop, ce serait très 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 bête de leur part. Je ne sais pas comment répondre à cette polémique, mais c'est vrai qu'on s'est déjà interrogé plusieurs fois entre nous, avec Manu notamment, sur comment Red Bull réussit à sortir toutes ces évolutions, qu'elles soient tout le temps pertinentes, efficaces. J'avoue que je ne sais pas. Effectivement, la structure de Red Bull avec Red Bull Technologies, qui est une structure un peu partagée avec AlphaTauri, pourrait laisser croire qu'il y a des choses qui pourraient être développées et payées par AlphaTauri pour le compte de Red Bull. C'est vrai que l'AlphaTauri n'a pas vraiment évolué cette année, à part en Hongrie, et encore, on cherche encore à visuellement voir en quoi elle a évolué. En termes de performance, en tout cas, ça n'a pas évolué du tout. Évidemment, voilà, c'est toujours pareil. En Formule 1, quand on voit pas, c'est la théorie du complot qui arrive tout de suite. Donc moi, je ne veux pas lancer de théorie du complot sur Red Bull. Il y a peut-être certainement des processus différents, des choses qui ont été mieux abordées peut-être chez Red Bull que chez d'autres équipes. Peut-être qu'ils font moins d'itérations, moins de simulations, moins de tests en soufflerie avant de lancer un développement en production, histoire de gagner de l'argent effectivement de ce côté-là ou du temps. Ce qui serait très fort, parce qu'ils arriveraient en faisant moins de tests que tout le monde à avoir des pièces qui fonctionnent mieux. C'est ça. Après, on parle aussi du génie d'Adrien Newey, qui est toujours très très attaché à sa planche à dessin, qui a un petit peu le calculateur dans sa tête, donc il pourrait effectivement déjà dessiner ou prédessiner des pièces qui sont censées fonctionner, parce que voilà, ce type est capable de faire des calculs aérodynamiques dans sa tête quand même. C'est assez impressionnant, hein. Je vous invite à lire la bio d'Adrien Newey qui est sortie il y a quelques années, c'est époustouflant. Le gars, quand il a connu de la monoplace dans le garage et qu'il dessine, parce qu'il voit des choses qui ne vont pas, il a déjà les idées, les flux dans sa tête et ce qui doit se passer. Donc, effectivement, il est capable
lui-même et d'inculquer ça aussi à ceux qui l'épaulent, de gagner effectivement en termes de temps, en termes de processus, en termes d'argent, du coup, de l'efficience en termes de développement, euh, ça peut être effectivement un avantage. Après, il y a aussi toutes les... J'ai vu commencer à poindre des polémiques sur les salaires aussi pratiqués chez Red Bull, qui seraient effectivement moindres que ceux de chez Mercedes notamment. Donc voilà, est-ce qu'ils ont peut-être aussi plus de têtes pensantes que chez Mercedes? Est-ce que certaines têtes pensantes de Red Bull sont capitalisées chez Red Bull Technologies sur d'autres projets? C'est hyper complexe. Franchement, c'est très très complexe. Je pense que si Red Bull a monté un stratagème, et je dis bien si, hein, parce que je ne veux vraiment pas accuser, il doit être extrêmement bien ficelé, extrêmement bien huilé. Et c'est quelque chose qui peut de toute façon être à la portée et de Mercedes et de Ferrari, qui ont aussi des départements dédiés à la voiture de route, avec des ingénieurs extrêmement qualifiés aussi, qui pourront aussi développer dans leur coin des solutions pour la F1, passer leurs calculs plus ou moins définitifs à leurs collègues de la F1, et puis de dire, voilà, commencer à développer à partir de là. Nous, on a fait nos petits calculs de notre coin, ça vous fera gagner, je sais pas moi, 2 heures, 3 heures, un mois, j'en sais rien, tout ce qui est bon à gagner est à gagner. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile d'aller chercher quoi que ce soit. Seule la FIA avec les comptes, effectivement les dépenses, peut voir si ça tient debout ou pas, quoi. Maintenant, effectivement, on peut se poser la question de pourquoi chez AlphaTauri il se passe rien. C'est ça, moi c'est quand même... En fait, ça me paraît tellement étonnant, cette affaire, c'est-à-dire que, en gros, l'histoire AlphaTauri Red Bull, on en parle depuis au moins 7 ou 8 Grands Prix, hein, nous, enfin entre nous dans l'émission, je veux dire, on évoque ça depuis longtemps, sans encore une fois partir dans la théorie du complot, mais simplement dire que c'est plausible. Mais en fait, je trouve qu'elle est tellement simple, cette thèse, cette théorie, que je serais extrêmement surpris que ce soit ce qu'ils font, en se disant, bah, c'est bon, de toute façon, la Fiat verra rien dans les comptes, ça me paraît vraiment fou, parce que Deloitte, ils sont quand même là pour travailler, enfin, ils sont pas là en train de se tourner les pouces en recevant les différentes déclarations, donc voilà, ça me surprend. En plus, normalement, ces gens-là sont censés être dans les bureaux très souvent. Je crois que toutes les semaines, ou même tous les 15 jours, il y a des gens de Deloitte dans les bureaux de chaque équipe. Donc, ils voient ce qui se passe, ils voient les processus, ils voient ce qui est lancé. Donc, normalement, ils sont en plus au courant de tous les processus en cours. Donc, s'il y a un développement, par exemple, d'un nouveau châssis, c'est quelque chose vraiment qui est planifié par l'équipe Red Bull et du coup doit passer par la stade de l'étude, de la conception, des tests, puis de la production. C'est des choses vraiment qui sont budgétées. Évidemment, il y a des lignes budgétaires pour toute entreprise. Une équipe de F1 ne va pas dire lors d'une réunion, ah tiens, Paul, toi tu vas aller me développer un nouveau châssis dans ton coin, là, tu vas te mettre dans ton bureau, tu vas me tresser 3-4 feuilles de carbone de manière différente pour voir effectivement si ça peut être aussi rigide et si l'intégrité du châssis est respectée. Alors, tout en gagnant 5 kilos sur l'ensemble. Allez, vas-y, t'as 2 heures pour me tester ça en mode Jenga, quoi. Non! Évidemment, ça se passe pas comme ça. On reste sur des entreprises. Peut-être que ça se passait comme ça à l'époque de Colin Chapman, de Brabham, des artisans de la F1 des années 70. C'était d'ailleurs ça. Hein. C'était vraiment du bricolage à l'époque. Mais aujourd'hui, dans une équipe de F1, non. Tout processus fait l'objet d'un reporting et de structure en structure, de département en département, et tout remonte de manière extrêmement détaillée. Vous ne pouvez pas introduire de souplesse, entre guillemets, à type années 70 où effectivement chacun bosse un peu dans son coin sans faire de reporting à son manager, à son N+1, quoi. Alors là, justement, c'est bien parce qu'on parle de planification. Oui, là, on est vraiment dans le côté très technique de la F1, très beau, parce que c'est quand même les équipes qui se poussent à un maximum. Donc parlons de Ferrari, bien évidemment, qui encore fait un beau Grand Prix. Bon, Carlos Sainz, il fait ce qu'il... Enfin voilà, bon, il se retrouve en pole position. Après un deuxième tour de Q3 qui fut, laborieux, c'est le moins que l'on puisse dire. Charles Leclerc qui se retrouve à partir en milieu fond de grille, c'est-à-dire que comme tout le monde se retrouve en fond de grille, forcément, ça faisait une 15e place. Et puis cette fin de course, moi je suis navré, je vais tout de suite donner mon avis, mais j'entends l'argument. Certaines personnes ont avancé l'argument en disant, écoute, c'est bien gentil de taper sur Ferrari tout le temps, mais à un moment donné, c'est Leclerc qui a fait excès de vitesse, ainsi de suite. Bon, déjà, c'est un capteur défaillant suite au tir-off perdu au premier tour, enfin au tir-off envoyé par Max Verstappen. Maintenant, imaginons, c'est Leclerc qui rentre trop vite, c'est Leclerc qui fait la faute.
Toujours est-il que si son équipe ne l'appelle pas au stand au dernier tour pour aller essayer de choper un point, parce qu'on sait jamais, avoir 150 points de retard au lieu de 151, ça peut peut-être changer toute la donne. Il n'a pas à faire cet arrêt au stand et donc il ne fait pas cet excès de vitesse qui donne la 5e place à Fernando Alonso. C'est encore une plantade en beauté de chez Ferrari. J'ai l'impression en tout cas, et Charles Leclerc avait aussi l'impression dans la voiture, c'est encore une fois ce qui est important, et on a encore entendu ces messages radio pendant tout le Grand Prix. C'est lui là, le stratège en chef de Ferrari. Sauf que c'est aussi le pilote numéro 1 de Ferrari, donc c'est compliqué. Ouais. Vas-y Paul, peut-être. Ouais, non, juste te dire par rapport à la dernière chose que tu as dit, Michael, je suis d'accord. On peut quand même pas demander à un pilote qui conduit à 300 à l'heure, qui est dans son cockpit, qui n'a pas une vision globale de la course. Pour moi, en tout cas, quel pilote il veut à ce moment-là. C'est à l'équipe d'identifier quelles sont les performances. Parce qu'en fait, Ferrari lui demandait s'il préférait les pneus médiums ou les pneus durs à ce moment-là pour son dernier relais. Mais c'est à l'équipe de voir quelles sont les performances des autres pilotes en médium et en dur et de voir quelle est la meilleure stratégie à adopter. C'est pas Leclerc. Leclerc, il n'en sait rien de ce que font les autres autour de lui. Donc, pour moi, c'est encore une fois un énorme signe de fébrilité. C'est-à-dire qu'on n'ose pas prendre une décision ou alors on veut responsabiliser nos pilotes. Je ne suis même pas sûr qu'eux savent ce qu'ils font, en fait, parce que ce message radio, c'est maladroit. Alors, bien sûr, c'est juste de rappeler aussi que sur tous les messages radio qui sont changés pendant un Grand Prix, ceux que nous, on va entendre à la télévision sont sélectionnés. Ça veut dire qu'il y a peut-être 95% de nos messages radio qui ont du sens et on va évidemment nous passer celui où il y a l'hésitation, celui où il y a l'erreur ou celui qui peut entraîner un incident parce que c'est ce qu'on a envie de regarder. Malgré tout, à chaque week-end de Grand Prix, en Mondiovision, c'est afficher tes lacunes, afficher tes doutes, en fait. Et en plus, moi, ce que je regrette le plus, et là, je veux rejoindre un peu ce que tu as dit, Michael, c'est que oui, Leclerc fait ses petits excès dans les stands, mais s'il n'a pas tout ce stress autour de lui, toutes ces hésitations, peut-être qu'il ne la fait pas. Parce qu'encore une fois, si vous écoutez la radio chez Red Bull de Verstappen, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. On n'entend pas un ingénieur hésiter. Et ce qu'on voit chez Ferrari, je sais pas, c'est pas de l'amateurisme, c'est pas ce que je veux dire, mais à ce niveau-là, ça ne devrait pas être permis pour une équipe qui ambitionne de jouer le titre, qui est en plus capable, on l'a vu cette année, de produire une très bonne monoplace, d'encore afficher ses hésitations. Et je suis d'accord de demander au pilote qui est à 300 dans son cockpit, qui se bat dans le peloton, de décider de quel pneu il veut. Voilà. Franchement, j'ai trouvé ça, encore une fois, symptomatique des lacunes de Ferrari en 2022. Enfin, en particulier cette année, puisqu'ils sont à l'avance, ça se voit plus. Alors moi j'ai bondi. Clairement, ça m'a outré. Parce qu'en fait, là, je pense qu'on est passé dans l'excès inverse de ce qui s'est passé en début de saison, c'est où effectivement Ferrari se plantait dans les stratégies et du coup, les pilotes s'en sont plaints de manière véhémente à la radio et dans les paddocks en post-course. Et du coup, maintenant, effectivement, on cherche à consulter les pilotes. Oui, il faut consulter un minimum les pilotes. Mais là, c'est du grand n'importe quoi, franchement. Charles, tu préfères un petit thé avec tes gâteaux, tu préfères un café, tu veux qu'on te serve à 17h, tu veux qu'on te passe le pot de chamois sur ton véhicule dehors, ou tu préfères qu'on passe juste le Karcher. Franchement, c'était ça, quoi. C'était en gros, tu veux des pneus durs, tu veux des pneus médiums, si tu veux, on a encore un jeu de Goodyear de 93 qui nous traîne au fond, ou alors des Bridgestone 97 rainurés, si tu veux, on peut tester ça aussi. Hein. On n'a pas testé, voire même des inters. On peut tester les inters, on n'a pas testé encore. Ah oui, il pleut pas, bon, c'est pas grave, hein, écoute, on sait jamais. Non, mais effectivement, ils n'ont plus aucune vision stratégique de ce qu'il faut faire chez Ferrari, parce qu'ils sont paralysés par les erreurs qu'ils ont fait sur la première moitié de saison. C'est flagrant, voilà. En gros, il y a eu une discussion, certainement, en gros, impliquez-nous dans la stratégie, parce que les pilotes veulent être impliqués dans la stratégie, mais entre être impliqués dans la stratégie et avoir une vision de la course, il y a un monde que toutes les autres équipes, en tout cas les plus grandes, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup moins beaucoup moins les discussions chez les équipes à partir de la 4e, 5e place jusqu'au fond du plateau. Hein. Voilà, mais clairement, entre Mercedes, Red Bull et Ferrari, il y a un monde d'écart en termes de stratégie. Et si aujourd'hui Ferrari a un gros souci, gros retard à rattraper, c'est bien en termes de stratégie. Je pense que, voilà, en termes techniques, ça fonctionne. En termes de management, ça a l'air de bien se passer aussi. Les pilotes sont bien gérés, voilà. Là où il y a, je pense, un gros remake à faire en interne et en recrutement, c'est en termes de stratégie. Ça doit être complètement revu. Je pense qu'il faudrait faire table rase, aller recruter peut-être ailleurs. Voir aussi si les outils de simulation de Red Bull et de Mercedes sont pas aussi meilleurs, parce qu'ils se reposent aussi beaucoup là-dessus, hein, sur la control room. Voilà, il y a quand même des gens à l'usine, et pas qu'un peu, ils sont par paquet de 15, par paquet de 20
Gilles a disséqué les temps autour de chaque pilote, dès que c'est chaussé, voilà, voir les dixièmes des secteurs et tout ça. Bon. À l'heure des charges, sur ce week-end-là, entre les médiums et les durs, il n'y avait pas énormément de différence. C'était pas évident de trancher, mais juste dans la manière de faire, pour moi, c'est pas possible. C'est pas digne d'une grande équipe. C'est ça, c'était vraiment voilà, compliqué. Et puis bon, bah, c'est un peu comme d'habitude. Et c'est vraiment, moi, c'est ce message en début de course où ils étaient vraiment en train de lui demander, alors Charles, qu'est-ce qu'il faut faire, enfin, c'est pas à lui de prendre sa décision. Maintenant, il y a aussi, je l'ai un peu vu dans le chat, et c'est vrai que moi, je suis un peu déçu de Charles Leclerc dans le sens où il questionne continuellement la stratégie de son équipe. Mais il la suit aveuglément à chaque fois, en fait. C'est-à-dire que je sais pas encore si Charles Leclerc a réellement désobéi un jour. Là, par exemple, ça aurait été très simple pour lui de dire, bah écoute, non, je m'arrête pas à la fin, c'est pas utile. Il a quand même été très... En fait, je trouve que l'arrêt au avant-dernier tour est surprenant vu à quel point il a râlé à la radio. C'est-à-dire qu'il était vraiment en train de dire, non, pour moi, c'est pas une bonne idée. Et puis, mais si vous pensez que c'en est une... J'ai envie de dire, Charles, vu le début de saison, vu la saison 2021, vu toutes les saisons d'avant, ce qu'il pense n'est jamais forcément la bonne chose à faire. Donc, de toute façon, ils se sont pris un tel coup de massue sur ce Grand Prix en termes de performance. Oui. Je vais dire, voilà, entre 3e et 4e place. À part le podium de Sainz, effectivement, qui était vraiment à sauver, c'est passé de justesse. Je me le rappelais à Paul, c'est que Russell était juste derrière et c'est pas passé loin. Je veux dire, Leclerc qui est 4e ou 5e. Si, moi, pour revenir sur le point du meilleur tour, si, il fallait le tenter. Évidemment, Ferrari se loupe sur son dernier arrêt, je crois qu'il perd une seconde par rapport à un arrêt normal, je crois qu'ils ont fait en 3 secondes 5 au lieu de 2 secondes 5. Une seconde de moins, il repartait juste derrière Alonso, il repartait tout de suite, et le dernier tour, il le faisait tranquille tout seul, quoi. Donc là aussi, ils se mettent eux-mêmes dans la merde. C'est ça, c'est le genre de truc, tu prends pas fort. Enfin, voilà, on prend le risque. Souvent, on a vu évidemment des arrêts dans les derniers tours, mais quand le pilote a 30-32 secondes d'avance, donc on sait qu'on peut se permettre de perdre vraiment dans le pit lane. Mais là, quand ça se joue aussi serré, parce que pour le même prix, alors évidemment, au final, de toute façon, il finit derrière, mais pour le même prix, il n'arrive pas à passer Alonso, il s'accroche, ou enfin, il peut se passer. De toute façon, pour moi, clairement, ils ont fait leur deuil du championnat pilote, soyons clairs. Donc là, maintenant, c'est en gros, il faut roder tout le système avant 2023, quoi. Ça va jouer à ça. Vous allez voir pendant 8 courses des répétitions de plein de choses chez Ferrari. 2023, ils ne sont pas sûrs non plus de jouer le titre. Hein. Enfin voilà, il suffit que la. Non, évidemment. Évidemment, si Red Bull a trouvé le petit déclic, le petit bouton magique qui leur permet de recoller 5 à 8e à tout le monde, on est reparti pour quelques années de domination à la Mercedes style jusqu'en 2025. Ouais. C'est pas impossible non plus. Ça va être bien ça. S'il faut se préparer à ça. En tout cas, bon, Ferrari, c'était pas simple. Et c'est vrai que Carlos Sainz, il s'est retrouvé à devoir vraiment se battre face à George Russell pour sa dernière marche du podium. Ce qui était quand même une surprise, hein, très clairement. Après les qualifs. Bon, la course de Lewis Hamilton, on a évoqué déjà tout à l'heure, donc on n'ira pas plus loin puisque ça s'est terminé au premier tour. Moi, j'exprime simplement ma surprise quant au fait qu'il ait pu faire quasiment un tour complet après ce décollage, parce qu'il était quand même très très haut. Donc c'était assez impressionnant. Mais George Russell, ça fait... Ah oui, bah là oui, il y avait du rake hein, là, c'est-à-dire qu'Adrian Newey, il a regardé ça, il a fait waouh. Même moi, je n'ai jamais osé faire autant. C'est beau. Mercedes, toujours sauvé par son rythme de course, on va aller vite. Effectivement, ils ont été pénalisés vendredi et samedi par des températures fraîches. Ils n'arrivent pas à faire fonctionner leurs pneus quand il fait trop froid. Ils étaient un peu meilleurs, effectivement, avec un peu plus de soleil dimanche. Ça les a effectivement sauvés dans les températures de pneus. Toujours un peu mieux en course, effectivement. C'est pas non plus la grande folie en termes de rythme, mais voilà, clairement, quand il fait froid, Mercedes, avec les fins de 2022, ils n'y arrivent pas. Ça se résume à ça. Hein. Voilà, s'il avait fait plus chaud, peut-être aussi que Ferrari se serait peut-être un peu mieux sorti, on ne sait pas. Mais voilà, mais Mercedes en serait certainement beaucoup mieux sorti en tout cas. Donc je pense qu'effectivement, on pourrait faire un Red Bull, 2 Mercedes, 3 Ferrari après ce Grand Prix, si on raisonne de la température idéal, entre guillemets. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si la course était déroulée avec les mêmes températures que le samedi, on peut penser que Ferrari aurait gardé un petit avantage sur Mercedes quand même. Mais effectivement, plus les températures montaient, mieux c'était pour Mercedes. Mais je suis d'accord, c'est quand même une petite surprise qu'en fin de course, on a eu Russell qui menace à ce point-là Sainz. Je n'ai pas le souvenir, à moins que vous me fassiez mentir, que cette saison se soit arrivée en fait, c'est-à-dire à la régulière, en conditions de course normale, qu'une Mercedes rattrape une Ferrari. Je ne pense pas que ce soit arrivé souvent. Ou en tout cas qu'on se soit dit, oula, Russell menace vraiment une Ferrari. Je pense que c'est quand même une première.
Donc à voir. Et Hamilton, ouais, ça n'a pas duré assez longtemps. Et je suis d'accord, je suis surpris que la voiture, qu'il n'ait pas perdu une roue ou même son aileron en retombant, parce que le choc était. Et Alonso s'en sort très bien aussi. On parlera d'Alpine après, mais il s'en sort très bien aussi dans l'histoire, parce qu'au final, c'est que leurs pneus qui se touchent. Si ça avait embarqué un aileron, quelque chose, ça aurait pu être terminé pour les deux, voire provoquer un petit carambolage derrière. Donc tant mieux que ce ne soit pas arrivé. Mais voilà, à voir pour Mercedes, effectivement, si on les écoute, ils ne sont pas satisfaits d'avoir attrapé Ferrari ce week-end. Ce qu'ils vont retenir, c'est surtout que l'écart avec Red Bull n'avait jamais été aussi grand finalement, ou en tout cas qu'il n'avait pas été aussi grand depuis un certain nombre de courses. Donc il faut voir. Mais leur problème de toute façon à eux cette année, c'est les qualifs. Tant qu'ils n'arriveront pas à se qualifier en première ou en deuxième ligne, ils ne pourront pas ambitionner des courses où ils poseront vraiment des problèmes à Red Bull. Surtout si Red Bull affiche de nouveau le rythme de Spa. On notera juste que Hamilton a été d'un moment convoqué au centre médical. Il a refusé de s'y rendre, parce qu'il s'est quand même pris quelques G en retombant par terre comme ça. Il s'est plaint du dos, il s'est plaint d'avoir eu mal sur le cou, tout ça, mais non, au centre médical, pas besoin. On voit un peu des fois les ambiguïtés de ce personnage quand même qui prône certaines choses en termes de sécurité et de santé, et puis que quand ça doit s'appliquer à lui sur une frustration particulière, les zappe totalement. Ça, en parlant de santé, moi je suis toujours surpris. On rappelle donc la direction technique aussi qui est un peu là pour diminuer le marsouinage, qui fut présent, mais alors de manière terrible ce week-end pour tout le monde. Moi je reste surpris quand même de voir Carlos Sainz sortir de sa voiture tout seul, parce qu'il a passé 1h30 dans une lessiveuse. Il marsouinait à la sortie de ce tableau quand même chez Ferrari. C'était complètement fou. Moi j'ai vraiment cru à un moment qu'il allait même partir tout droit dans le gravier parce que la voiture allait décrocher. C'était impressionnant. Ça faisait quelques courses qu'on n'avait pas retrouvé ce genre d'image, mais en même temps, ça faisait quelques courses qu'on n'avait pas forcément ces vitesses atteintes, même si on a eu le cas à Silverstone, mais là, c'était assez étonnant, assez impressionnant, surtout pour Carlos Sainz. Écoutez, moi, attendez, je m'habille, excusez-moi, mais quand même, parce qu'ils ont fait un super Grand Prix chez Alpine, avec donc une 5e place pour Fernando Alonso, une 7e place pour Esteban Ocon qui partait lui aussi du fond de grille comme à peu près tout le monde, mais qui a remonté. C'était impressionnant ce qu'il a fait Esteban Ocon pendant cette course. Puis écoutez, Fernando Alonso qui était 2e pendant 1,2 km, moi j'étais très content. T'es moins bien derrière, mais au moins voilà, c'est des gros points et c'est important là pour Alpine qui s'est clairement positionné en 4e force du plateau. Oui, Alpine, très rapide, hein, le moteur Renault il est vraiment puissant cette année. L'Alpine est effectivement extrêmement fine, en tout cas elle fend bien l'air pour avoir de bonnes vitesses de pointe, donc à Spa ça paye, ça joue. Voilà, effectivement dommage pour la pénalité d'Esteban Ocon, mais au bout d'un moment il faut la payer, effectivement la payer à Spa, on peut dépasser assez facilement, c'était le bon endroit pour le faire. Donc voilà, Fernando Alonso a totalement maîtrisé sa course. Esteban Ocon aussi, très belle remontée avec de super dépassements, avec même un remake du dépassement des années 2000, même en 2000 même, je crois que c'est en 2000 avec Hakkinen, Schumacher, Zonta, effectivement. Le pauvre Zonta se fait dépasser par Hakkinen et Schumacher à sa gauche, à sa droite. Voilà, on a vu la même chose effectivement avec Esteban Ocon qui a fait la même chose avec Vettel et Gasly. Très sympa ce petit remake, très sympa cette remontée, effectivement, puisque voilà, c'est un Grand Prix bien maîtrisé du côté d'Alpine, en tout cas sur la piste. En dehors, on en parlera côté transfert, mais voilà, Laurent Rossi était, pour ceux qui se posaient la question, Laurent Rossi était présent en Belgique, n'est-ce pas? Et il n'a pas dit un mot de toutes les affaires en cours, donc on en parlera après. Il n'a même pas, alors que c'est d'habitude lui qui signe les déclarations de post-Grand Prix, c'est toujours lui qui fait le bilan du Grand Prix, et quand le bilan du post-Grand Prix est effectivement excellent, comme il était là, puisque 16 points marqués quand même, c'est toujours en général Laurent Rossi qui prend la parole le dimanche, et bien même là, Laurent Rossi n'a pas parlé, c'est Martin Fenner qui a fait les commentaires post-course, donc je pense qu'effectivement Laurent Rossi est en train de digérer, de camoufler Alonso Piastri tranquillement, et j'espère qu'on entendra effectivement un jour ces réactions par rapport à ce qui s'est passé. Et Mathieu nous dit on a retrouvé Brivio par contre, et ça c'est vrai, David Brivio, oui. Qui était là. Il a encadré Jack Doohan évidemment, le pilote de l'Académie Alpine. Jack Doohan, j'ai l'impression, lui il est un peu comme vous savez, quand vous êtes prince, notamment en Angleterre par exemple, et que devant il y a du grabuge, et il a grimpé dans les échelons. Jack Doohan il était 5 ou 6e dans la liste de succession à Alonso, puis là maintenant tout est parti, donc ça y est, écoutez, bonjour, je viens voir comment ça se passe. Il fera peut-être sa petite
sa petite séance d'essai libre, puisqu'à mon avis, Piastri, d'un coup, ça va être un peu plus compliqué d'ici la fin de saison. Mais voilà, ça a permis de revoir Davide Brivio, qui est là. Du coup, pour Alpine, juste pour le côté performance, je mets une petite pièce sur une très bonne performance là-dessus. Quand même. Oui, mais ce sera donc Ocon qui terminera sur le podium pendant qu'Alonso aura une merde. Parce que c'est un petit peu l'histoire de cette saison, et j'en suis terriblement triste, évidemment. Paul, bon, c'est bien quand même ce qu'ils nous ont fait chez Alpine. Oui, pas grand-chose à rajouter. Encore une fois, c'est vrai qu'ils se sont bien détachés. Et l'avantage qu'ils ont vraiment sur le reste du milieu de peloton, il faut quand même le dire, c'est qu'ils ont une voiture qui est bonne partout, quoi. En tout cas, qui est ni excellente ni mauvaise partout, on va dire. Et donc, ça leur permet, sur tous les circuits, d'engranger, en fait. Là, Alonso, c'est malgré tout la 9e fois qu'il rentre dans les points. J'ai pas la stat de leur double arrivée dans le top 10 cette année, mais ça a commencé à être beaucoup. Et ça devient la norme, surtout. Donc ça, c'est bien. C'est systématiquement double Q3, systématiquement double top 10. Donc, pas grand-chose à dire. Ça, évidemment, c'est beaucoup trop loin du top 3 pour aller embêter Mercedes, Ferrari, Red Bull, évidemment. Mais ça devrait quand même le faire pour la 4e place. La tendance, elle se dessinait depuis plusieurs courses. Et de toute façon, on savait que sans les problèmes, ils avaient quand même beaucoup de soucis, notamment Alonso en début de saison. Il y avait tellement de points qui s'étaient envolés à cette époque-là, peut-être 60 points facilement qui sont partis sur le début de saison, rien qu'en soucis mécaniques, malchance et compagnie. Donc, c'est une équipe qu'en fait aurait déjà dû se détacher avant, mais qui là concrétise effectivement ses progrès par rapport au reste du milieu de peloton qui soit stagne, soit qui n'a pas forcément les mêmes moyens aussi, les mêmes infrastructures. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut signaler qu'Alpine se démarque aussi d'une équipe comme McLaren. Hein. On ne parle plus de la grande McLaren, on parlait du dépassement d'Hakkinen en 2000. Voilà, on ne parle plus tout à fait de la même structure qu'aujourd'hui. Alpine, c'est maintenant une équipe qui a une bonne structure, qui même, selon moi, devrait faire bien mieux que ça. Hein. On pourrait être satisfait qu'ils terminent 4e en fin de saison. C'est quand même une structure qui, normalement, devrait viser mieux que ça. Ils fabriquent leur propre châssis, leur propre moteur. J'ai tendance à penser que ça devrait au moins lutter pour les podiums avec de tels moyens en théorie. Mais bon, on verra bien ce que le futur réserve. Mais en tout cas, ouais, les courses s'enchaînent, ça se passe bien. La fiabilité dernièrement les a un petit peu laissés tranquilles visiblement, même s'il y a encore des petits couacs à gauche, à droite, mais rien d'aussi problématique au début. Donc ouais, ça devrait faire 4e normalement sans souci cette année maintenant. C'est vrai qu'on en a au moins 4 doubles entrées dans les points, et puis ça fait 9 grands prix de suite dans les points pour Alonso. Ouais. En fait, je réfléchissais là, en même temps que tu parlais, c'est que à part Red Bull qui est extrêmement constante en début sur tous les grands prix, seule Alpine a mis ce même niveau de constance dans ses résultats. Parce qu'en fait, Ferrari était très très bonne sur tous les grands prix, sauf sur ce dernier Grand Prix de Belgique. Donc là, voilà, là ils ont failli effectivement. Sauf que Alpine effectivement était toujours extrêmement constant, dans les très bonnes performances, à sa place évidemment, sur toute la saison. Donc la base est bonne en tout cas pour être développée. Et pour faire quelque chose de plus sympathique en 2023 en tout cas. Donc, on rappelle qu'il reste 86 Grands Prix. Ah, c'est important, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait le petit tic-tac, mais il reste 86 Grands Prix dans leur plan à 100 Grands Prix. Enfin, encore une fois, ils ont dit le plan à 100 courses, hein, donc ça peut très bien se terminer très vite, hein, parce que 100 courses en F1, vous savez, l'an prochain déjà on passera à 30. Puis maintenant qu'ils ont vu que le MotoGP faisait des courses sprint à chaque Grand Prix, attendez-vous, aux 45 courses dans 2 ans, ça va être assez formidable. Là, je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de cette équipe aussitôt, mais Aston Martin fait un très très bon bilan comptable quand même sur ce Grand Prix de Belgique, puisque les 2 voitures, une voiture finit dans les points, mais Stroll est 11e et pas loin, et c'est un petit peu l'histoire de cette saison. Hein. J'ai l'impression qu'on parle toujours de Lance Stroll qui est pas loin des points ou qui en marque 1 ou 2. Mais Vettel, quel début de course, enfin, c'était quand même superbe de le voir aussi haut, et puis on se sentait quand même qu'il y avait un peu plus de rythme dans cette voiture. Alors ça vient peut-être aussi de cet aileron arrière assez incroyable. Encore une fois, c'est un aileron arrière type Spa qu'ils ont mis, hein, donc Monza ça va être pire. Je sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire avec. Mais c'est franchement... J'étais impressionné par Aston Martin, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient à tel niveau. Paul. Sur cette course-là, honnêtement, en course, je dirais que c'était la 5e équipe, finalement, parce qu'ils n'étaient pas si loin que ça d'Alpine en rythme pur. Vettel a très longtemps suivi Alonso, et Ocon ne l'a pas non plus rattrapé et dépassé si facilement que ça. Au final, il est arrivé. Mais voilà, le jour où Aston Martin va régler ses problèmes en qualif, parce que pour le coup, je pense qu'on peut dire que c'est peut-être la plus mauvaise équipe de la saison en termes d'exploitation-qualification. Ils n'arrivent jamais à faire fonctionner leurs pneus. Alors là, en plus, il faisait froid ce samedi, donc c'était encore pire pour eux. Mais le jour où Aston Martin saura faire marcher une voiture en qualification, c'est une équipe qui pourra évoluer en milieu de peloton, pas très loin des Alpine et McLaren, parce que sincèrement, c'est ce qu'on a vu à Spa. Alors McLaren a eu plus de problèmes que d'habitude sur cette course. Il faudra voir. Ils auront d'autres circuits sur lesquels ils seront meilleurs en théorie. Mais Aston Martin, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Michael, c'est vraiment pas mal. En course, ça prend de plus en plus d'ampleur. Je pense que Stroll, comme beaucoup, il a été victime du train DRS. Quasiment la moitié du plateau, de toute façon, en fin de course, c'était bloqué derrière Alex Albon. Mais
Mais c'est vrai qu'en course, c'était vraiment pas mal. Je pense que c'est bon augure pour la suite. Mais voilà, régler ce problème sur un tour, parce que c'est vraiment, enfin, on parlait tout à l'heure de Mercedes, ils ont un petit peu ce même problème d'être vraiment catastrophiques dans des proportions différentes, mais en qualif, et ensuite en course d'arriver à tenir le rythme de voitures sur lesquelles ils sont à 1 seconde en qualif. Donc voilà, qui résolvent ça, et puis bah, on parlera de transfert plus tard, mais donc je vais pas en parler maintenant. Mais l'idée d'Alonso n'est peut-être pas si catastrophique que ça quand on regarde le rythme en course d'Aston Martin. Sincèrement, je me dis, si vraiment ils arrivent à progresser le samedi, ça peut être une équipe sur laquelle compter dans le peloton l'année prochaine. Oui, bon, rien à ajouter par rapport à ce qu'a dit Paul. Effectivement, la principale faiblesse pointée du doigt par Aston Martin et par Mike Track, et puis même avant le Spa, donc même pendant la pause estivale où on va faire les bilans, c'est effectivement la performance pure sur un tour rapide, donc en qualification, voilà, qui les pénalise clairement parce que voilà, ils perdent facilement peut-être 3, 4, 5 places sur la grille à cause de ça, par rapport à leur rythme en course. Donc bon, là pour le coup, Vettel effectivement a fait un super départ, donc ça a permis effectivement de compenser un petit peu. Il y a aussi les pénalisations effectivement sur les pénalités effectivement, sur ce début de Grand Prix qui a fait que c'était un peu mieux en termes de position de départ. Si Aston Martin continue comme ça à résoudre les problèmes, avec tout ce qui arrive en termes d'infrastructure, de ressources, effectivement, on peut voir un avenir un peu plus brillant de leur côté. Peut-être effectivement se rapprocher, peut-être pas tout de suite de Red Bull, Ferrari ou Mercedes, mais au moins d'Alpine. Voilà, comme dit Paul, le pari d'Alonso est peut-être pas si bête aussi. Voilà, là on se projette un petit peu, mais voilà, c'est juste ouais, sur la course d'Aston Martin, elle a été propre, elle a été limpide. Sébastien Vettel n'a pas fait d'erreur. Lance Stroll était dans ses roues pas très loin avant tout le Grand Prix. Voilà, il y a beaucoup de voitures dans le milieu peloton. Il faut bien un moment en classer que 10 dans les points. Mais derrière, effectivement, c'était pas loin. Donc, il faudrait un système à l'IndyCar un jour, peut-être, pour avoir plus de points pour tout le monde, histoire d'avoir des hiérarchies plus justes, entre guillemets, du niveau de points marqués ou des pilotes sur l'année. Mais voilà, Lance Stroll marque, comme j'ai eu dans le chat, effectivement, ça fait cinquième fois de suite qu'il manque les points pour une place, quoi. Donc, et ça ferait la différence par rapport au championnat, par rapport à ce que Vettel a marqué. Donc, voilà, ça se joue un mouchoir de poche entre eux. Donc voilà, donc Lance Stroll, voilà, il est un petit peu transparent, on va dire, cette année, mais il n'est pas loin de Vettel, quoi. Et peut-être pour conclure sur Aston, mais moi je voulais juste dire leur 9e place actuelle ne reflète plus du tout pour moi la hiérarchie de cette équipe dans le plateau actuel. Je pense que si on commençait un mini-championnat à partir de Spa, c'est une équipe qui terminerait 6 ou 7e du championnat, derrière McLaren et Alpine bien sûr, mais devant Alfa Romeo et bien sûr AlphaTauri Williams. Ouais, derrière donc, McLaren, c'est pas non plus si... Alors, ils les ont battus ce week-end, hein. Ils ont battu ce week-end, donc la preuve que c'est possible. Mais on sait que McLaren, c'est un peu le problème qu'ils ont par rapport à Alpine, c'est que leur voiture manque de constance sur le circuit. Ouais. C'est le yo-yo. Norris peut très bien faire P5 à la prochaine qualif, pas forcément à Zandvoort, mais tout est possible et se refaire éliminer en Q2 la course d'après. Là où Alpine, ils seront systématiquement dans le top 10 ou presque. Et donc, ouais, non, pour moi, Aston Martin, je dirais pas encore que c'est prometteur. On parle encore d'un projet qui a quand même très mal démarré, il ne faut pas l'oublier. Mais après un début de saison très poussif, c'était la seule équipe à 0 points après 3 courses, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est régulièrement dans le top 10, qui fait son chemin dans le peloton et qui, en fin de saison, je pense, peut terminer, pourquoi pas 6 ou 7e force du plateau, avec pourquoi pas de bonnes idées pour 2023, ce serait pas mal. On a vu que leur nouvel aileron, il avait quand même fait jaser un petit peu. Quand vous sortez quelque chose et que ça fait parler dans les autres équipes, c'est que vous avez peut-être trouvé une bonne idée. Donc il y a pourquoi pas quelque chose à faire dans cette équipe. Ce sera pas qu'ils vont jouer les podiums l'année prochaine, je pense qu'ils sont très très loin de ça encore, mais peu à peu se rapprocher du milieu de peloton et devenir une équipe capable de se qualifier systématiquement en Q3 par exemple, ce serait pour moi une très très bonne première étape pour eux l'année prochaine. Ouais, ce serait il faut pouvoir progresser avec ce grand projet quand même, hein, qui est censé être là avec Lawrence Stroll. Chez AlphaTauri, moi je dis quand même chapeau à Pierre Gasly. Comme son équipier Yuki Tsunoda est donc parti de la pit lane, lui il est remonté jusqu'en 9e position pour son 100e Grand Prix en Formule 1 d'ailleurs. Pierre Gasly, c'est un Français de plus qui atteint ce sympathique chiffre, mais franchement, c'est pour une fois, on a vu une AlphaTauri un petit peu solide, quoi, ce qui était un petit peu ce qui manquait depuis le début de cette année. Belle perf, ouais, de Pierre. Ouais. Il a pris les bons pneus, en fait. J'ai un peu analysé sa course, effectivement, pour voir comment il était remonté.
il a chaussé les bons pneus au bon moment en fait. Donc il a effectivement, il a aussi profité un petit peu de la voiture de sécurité. Soyons clairs, mais pas d'erreur stratégique pour lui en tout cas. Voilà, ce qui lui a permis effectivement de consolider cette 9e place. Après, voilà, AlphaTauri, ça reste quand même un sujet un peu préoccupant en termes de développement, de ressources. Je ne sais pas ce qui se passe effectivement avec cette équipe. Red Bull a deux équipes, elle est quand même censée financer les deux. Chez AlphaTauri, ça manque clairement de. Voilà, Pierre Gasly l'a encore appuyé dessus en début de week-end. Ça manque de développement solide, ça manque de compréhension de la voiture, ça manque de pas mal de choses pour aussi de viser un niveau un petit peu au-dessus. Alors, je ne sais pas quel est le budget d'AlphaTauri, puis ça reste assez secret. Est-ce qu'ils sont au plafond? Est-ce qu'ils sont nettement en dessous? Est-ce que c'est juste de l'opérationnel et on se contente d'assembler des choses? L'année prochaine, on attend effectivement l'année prochaine, voilà, ou l'année prochaine, effectivement, puisque Red Bull aura développé sa voiture, ils auront le droit de piocher dans les composants N-1, donc de l'année précédente, de cette année, faire quelque chose de plus compétitif. Donc, voilà ce qu'ils se sont dit, effectivement, cette première année, entre guillemets, c'est un peu une année blanche. Et on reverra tout ça tranquillement en adaptant notre voiture pour l'année prochaine. Je ne serais pas étonné que l'année prochaine, la AlphaTauri AT04 ait des suspensions à l'avant attirant comme la Red Bull RB18. Pour moi, ce serait extrêmement logique. Voilà. Et donc voilà, je pense que pour eux, c'est un peu la roue libre, on va dire, jusqu'à la fin de la saison. Ils ont pu, voilà, la 5e place, la 6e place du championnat, le Graal de Franz Tost qui n'a jamais été atteint, ne sera jamais là. Ça sera toujours à la fois ou des coups d'éclat, comme une victoire, effectivement, ou des podiums dans le temps, mais sinon, ça sera une équipe, effectivement, de deuxième partie de peloton. En attendant, effectivement, les composants de Red Bull qui ont bien fonctionné, la philosophie Red Bull qui fonctionne, pour ensuite remonter au fur et à mesure, quoi. Sauf que reste à savoir quels seront les pilotes de l'année prochaine. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, donc Pierre a encore assuré, je pense. Il fait avec les moyens du bord. Voilà, c'est ça. Et bon, Yuki Tsunoda, il a quand même encore un peu plus de problèmes, on va dire, à gérer le côté performance. Il reste quand même assez moyen, ce garçon. Je ne le vois pas trop progresser. Et pour moi, je sais pas ce qui va se passer à moyen terme pour lui, s'il peut effectivement garder sa place encore très longtemps. Peut-être que l'accord Red Bull Powertrain de fourniture de moteurs Honda non badgés le sauve pour l'instant. Mais si ça pousse à la porte derrière de la filière Red Bull, je pense qu'au bout d'un moment, Tsunoda va sauter, quoi. Ouais, pour revenir à la course de Gasly, effectivement, la clé, c'était de ressortir devant Albon, ce que n'ont pas fait ses adversaires directs, en fait. Et ça lui a permis de continuer à suivre son rythme pendant la course, là où les autres sont restés bloqués dans le train des restes. Donc la clé était là pour lui. Mais c'est quand même un résultat qui fait du bien. C'est les premiers points d'AlphaTauri depuis l'Azerbaïdjan, quand même. Hein. Donc ils étaient sur une assez mauvaise série. Mais pour le reste, je rejoins Franck. Enfin, c'est un petit rayon de soleil dans une saison très compliquée pour AlphaTauri et pour Gasly. Parce qu'effectivement, on peut s'interroger sur leur développement et on voit bien que voilà, c'est une voiture qui en fait ne fonctionne bien réellement nulle part. Voilà. Donc là, ils avaient une petite opportunité ce week-end. La grille était chamboulée, ça les a peut-être aussi un tout petit peu aidés. Et surtout, voilà, ce coup stratégique de repartir devant Albon. Et bon, pour Tsunoda, pas grand-chose à ajouter, je suis d'accord. C'est mieux que l'année dernière, c'est bien mieux quand même, mais on ne parle pas d'un très très grand talent. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a encore trop de répétitions d'erreurs. Il peut y avoir un week-end propre, mais le suivant, il va refaire ses bourres de l'année dernière. Et du coup, encore une fois, s'il était dans une équipe de pointe, ça ne passerait pas du tout. Et on les prépare quand même pour ça, ces pilotes-là. Donc, si ça ne passe pas chez Toro Rosso, ça ne passera pas chez Red Bull. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense que sa place est menacée. On verra sa chance. On verra dans la partie transfert si jamais Gasly s'en va. Peut-être que pour AlphaTauri, c'est bien d'avoir une continuité, mais je ne le vois pas non plus. Je le vois encore peut-être l'année prochaine parce qu'ils n'ont pas forcément 30 000 options, même si ça commence à pousser de plus en plus dans la filière. On en parlera encore à la rumeur transfert. Mais effectivement, un pilote avec ses limites, qui n'est pas mauvais, mais qui, je suis d'accord, ne fera pas une énorme carrière en Formule 1 et on a la preuve chaque week-end. Effectivement. Après, alors, écoutez, on en parle d'Alexander Albon depuis tout à l'heure. Bon, Nicolas Latifi a fait sa course habituelle. Mais Albon, impressionnant hein, quand même d'avoir réussi à élargir cette Williams comme il l'a fait. Parce que, alors, on peut aussi dire, enfin, on parlait de la vitesse de pointe de l'Alpine, c'était un avion de chasse aussi, la Williams. Hein, c'était extrêmement impressionnant et c'est évidemment ce qui l'a un petit peu aidé aussi à
à finir devant tout le monde là, avec à peu près 45 voitures qui étaient dans ses échappements. Parce que pour donner une idée, Alexander Albon termine à quasiment 10 secondes de Gasly, puis derrière lui, il a Stroll, Norris, Tsunoda, Guan Yu Zhou et derrière Ricciardo. Vraiment dans un mouchoir de poche. Mais rien à dire, messieurs, j'ai l'impression que cette performance d'Alex Albon, c'était top et ça lui fait marquer encore un point. Non, Alexander Albon a été extrêmement performant tout le week-end. Hein. Voilà, il a été rapide avec la Williams. Williams qui est taillé pour le vent, comme on dit. C'est-à-dire ça fait plusieurs années que la philosophie Williams, c'est effectivement de faire des voitures qui fendent bien l'air et qui ont une très très bonne vitesse de pointe. Donc sur des circuits comme Spa, on a vu encore l'année dernière avec Russell, cette année avec Albon, et je pense qu'à Monza aussi, il va en profiter. C'est un pilote qui est là, qui est solide, qui marque des points, qui est en confiance, qui se sent soutenu surtout dans son équipe. Voilà, je pense qu'aussi en termes de morale, c'est très important effectivement pour un pilote de sentir qu'il a la confiance. En plus, il a re-signé un nouveau contrat avec Williams, qui en plus le désolidarise encore plus de Red Bull, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, je veux dire, quand vous avez un pilote qui est en confiance avec sa voiture, en confiance avec lui-même, en confiance avec son équipe, vous commencez à arriver un petit peu sur cette alchimie que peut-être que George Russell avait réussi à créer avec Williams et de sortir quelques perfs un petit peu de temps en temps sortis dans de ses eaux. Je suis très content qu'Albon réussisse à le faire. Encore une fois, ça nous met effectivement l'autre pilote de l'équipe, Nicolas Latifi, en délicatesse énorme. Alors, on avait dit Nicolas Latifi peut-être sauvé pour 2023 par le fait qu'Oscar Piastri ne serait pas prêté par Alpine à Williams. Pour l'instant, je dirais oui, mais je ne suis pas convaincu parce qu'on en parlera dans les transferts. Il est fort possible que Nicolas Latifi doive quand même céder sa place. On verra pour qui, on vous dira qui voilà, tout à l'heure. Mais voilà, Nicolas Latifi, il a encore pris une valise. Et sur un circuit de pilotage comme Spa, ça pardonne pas. Dès les qualifs, voilà. Hein, parce qu'Albon il va quand même se mettre en Q3 et Latifi c'était nulle part. Il a toutes les évos cette fois-ci. Voilà, Latifi a pris la même valise pour Albon que Perez en a pris une face à Verstappen. Et sauf que Perez a assuré en course et Latifi pas du tout. Donc si on regardait les chronos de Latifi, c'était en moyenne entre 7 et 8 dixièmes plus lent en libre et en qualif, et à peine à 5 ou 6 dixièmes en course. Alors qu'en course, quand même, c'est censé quand même assez bien niveler les performances. Donc voilà, je pense qu'effectivement, Nicolas Latifi a de plus en plus de son erreur effectivement en début de course où il emporte le pauvre Bottas en dehors dans les graviers le jour de son anniversaire. Bon, pas de chance. Provoque la safety car encore une fois, voilà. Non, pardon, c'est Hamilton qui provoque la safety car. Mais voilà, il y avait double incident en même temps, donc voilà, on ne sait plus vraiment qui provoque la safety car. Mais voilà, moi j'ai beaucoup de mal maintenant à défendre Nicolas Latifi. C'est clair que je dis pas que c'est un mauvais pilote, parce que tout pilote qui aujourd'hui est en F1 a mérité sa place, parce qu'il faut avoir les points de la super licence, il faut quand même avoir gravi les échelons, il faut quand même avoir montré un certain niveau de performance dans les échelons inférieurs. Sauf qu'il y a quand même pas mal de gens derrière avec de très bonnes performances qui attendent, qui poussent au portillon. Et voilà, si vous n'avez pas réussi à percer au bout de 2 voire 3 ans, il faut savoir céder sa place. Tout financement que le papa peut apporter à Williams. Ouais, Latifi, bon, pour finir sur Latifi, pas grand-chose à ajouter. Alors, Joe Capito avait dit, le directeur de Williams avait dit, il a en gros le triplé de courses européen, donc Spa, Zandvoort et Monza, pour en gros mériter son baquet l'année prochaine. Bon, ça commence très mal malheureusement. Je ne vais pas tirer sur l'ambulance, tu as tout dit Franck, là il y a un écart abyssal entre les deux pilotes, et en plus Albon passe en Q3 sur le sec, donc c'est pas comme si c'était un exploit sous la pluie, où des fois, bon, la performance de la voiture a moins d'impact, là c'était sur le sec, et en course, effectivement, Albon a été en mesure de, évidemment, en rendant sa voiture aussi large que possible, et en bénéficiant d'une bonne VMAX qui l'aidait beaucoup dans le premier et le dernier secteur, et il avait entre guillemets qu'à survivre dans la partie sinueuse, mais encore fallait-il le faire. Et donc, ouais, l'écart, je suis d'accord, est énorme. La bonne nouvelle pour Williams, c'est qu'ils ont trouvé leur nouveau Russell, finalement, en la personne d'Albon, puisqu'ils ont un leader d'équipe, un pilote qui est en confiance,
et quelqu'un qui est capable de leur ramener des points de temps en temps. Enfin, faut pas exagérer le fait de dire que c'est un petit exploit de rentrer dans le top 10. Bien sûr, il partait 6e sur la grille, grâce aux pénalités, mais il allait aller chercher tout seul la Q3, personne ne lui a offert, et derrière en course, il gère parfaitement, il ne fait pas d'erreur, aucune. La moindre erreur dans le deuxième secteur, et il perdait 2-3 places dimanche, parce qu'il était tellement plus lent que ses adversaires, et après il est contrôlé dans les lignes droites, donc non, c'est une petite masterclass de sa part, et je suis vraiment content pour Williams qu'ils aient retrouvé après le départ de Russell un pilote leader. Je ne suis pas en train de les comparer et de dire qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, mais c'est bien pour eux d'avoir su rebondir après le départ de Russell et d'avoir trouvé un autre pilote. Et Latifi, au bout d'un moment, c'est stop, quoi. Ça fait 3 saisons complètes en F1 maintenant. Enfin, ça fera 3 saisons à la fin de l'année. On avait vu des progrès à la fin de l'année dernière qu'on avait souligné nous-mêmes sur cette émission, parce que c'était vrai, parce qu'il s'était rapproché de Russell, parce qu'il n'était plus à une demi-seconde, mais il n'était plus qu'à un dixième. Et je crois même qu'en fin de saison, il s'était permis de le battre à 1 ou 2 reprises en qualif. Et puis là, cette année, il est retombé dans ses travers complètement. Il n'est pas du tout en confiance. Là même sur le deuxième tour, il se fait un petit peu serrer par Ocon. On a l'impression qu'il perd complètement ses moyens tout de suite, quoi. Et à partir de là, le tête à queue, sa course est finie. Et lui, mentalement, il sait qu'il va terminer dernier à 15 secondes du peloton, c'est compliqué. Donc, ouais, même lui, est-ce qu'aujourd'hui, il a envie de rester en F1 dans ce contexte? Alors oui, bien sûr, parce qu'on sait que les pilotes diraient jamais non à la F1. Malgré tout, ça doit quand même commencer à faire beaucoup pour lui, parce que l'écart est tellement énorme, en fait. Si son coéquipier terminait avant-dernier à toutes les courses, on dirait, ils ont juste une mauvaise voiture. Et vu ce qu'il est capable d'en faire Albon, il n'a plus d'excuses, je suis d'accord, et on ne peut plus le défendre, c'est tout. Il n'a plus sa place. C'est effectivement, malheureusement, un constat qui est assez simple à faire, malheureusement, vis-à-vis de Nicolas Latifi. Bon, alors chez McLaren, là, c'était compliqué, quand même. Bérésina. Ouais, là, c'était une catastrophe. 12e place pour Norris, 15e pour Ricciardo qui partait 10 places devant son équipier. Donc là, autant vous dire que, bon, l'homme qui n'a rien regardé. Je ne sais pas s'il restera chez McLaren l'an prochain, mais ça n'est pas avec ce genre de performance qu'il gardera son baquet. Si vous avez chez McLaren ou ailleurs. Si vous étiez dans une grotte pendant ce dernier mois, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais Ricciardo ne sera pas chez McLaren l'an prochain. Mais là c'est terrible, quoi, ce rythme, enfin cette absence de rythme là pour les voitures en course. Ouais. Là, chez McLaren, il faut vraiment être dans le sein des... En fait, c'est un peu comme chez Mercedes, j'ai l'impression. Des fois, ils arrivent, des fois, ils n'y arrivent pas. C'est le yo-yo. Donc, je pense qu'il y a des caractéristiques extrêmement pointues à la voiture que seuls les ingénieurs connaissent, effectivement, à régler pour l'année prochaine. Je pense que c'est en termes de concept, là aussi, effectivement, que ça se joue. Donc, les circuits rapides, c'est pas pour la McLaren. Donc, ça, on l'a déjà plutôt constaté aussi. Donc ne vous attendez pas à revoir une victoire McLaren à Monza, les amis. C'est pas possible. Donc Ricciardo nous en fasse une deuxième et fasse la belle nique à Zach Brown. Ce serait quand même assez magique, mais franchement j'y crois pas du tout. Non, c'est clairement une question de voiture là, parce que si même Norris effectivement n'y arrive pas et en qualif et en course, je veux dire c'est que là, voilà. Il y a des choses à revoir sur cette voiture, qui sont très bien identifiées d'ailleurs par James Key, qui s'est confié un peu pendant l'été sur les forces et les faiblesses de la MCL 36. Ils sont plutôt bien identifiés, a priori, en tout cas sur le papier. Donc là, pareil, ça va être fin de championnat, comme on sait, il n'y a plus de grosses évolutions qui vont arriver, peut-être juste 1 ou 2 ailerons ici ou là. Mais là, le but, c'est clairement en terminer. Je pense qu'ils ont fait même s'ils ne le disent pas ouvertement, je pense qu'ils ont fait une croix un petit peu sur cette 4e place, c'est un constructeur par rapport à Alpine. Alpine étant effectivement constante dans le top 10 partout sur tous les circuits. Vous ne pouvez pas lutter sur l'ensemble de 8 courses sur ce niveau de performance-là pour marquer. C'est comme Red Bull. Voilà, Red Bull, ils sont constamment dans les premiers. Ferrari, Mercedes, c'est du haut. Donc c'est ce qui fera de Red Bull qu'ils seront champions du monde cette année. Et c'est ce qui fera que Alpine sera 4e du championnat cette année face à McLaren. Oui, non, pas grand-chose à ajouter sur McLaren, encore une fois. On a vu un peu ce qui se faisait de pire cette saison chez McLaren, ou presque, à l'exception de la manche d'ouverture. Je pense que ça devait être leur course la plus compliquée, puisqu'effectivement, même en partant dans le top 10, Ricciardo a régressé, et Norris, qui habituellement est impeccable, n'a pas réussi à remonter. C'est toujours pareil, une fois qu'ils étaient bloqués dans le train des restes, de toute façon, il n'y avait plus qu'un espoir. Comme si l'année, Ricciardo, je ne croyais pas très chanceux avec sa stratégie. Il n'a quand même pas la meilleure stratégie, puisqu'il doit partir assez loin, et du coup, il se retrouve assez vite bloqué dans le trafic. Donc, je suis d'accord, ce n'était pas une question de pilote ce week-end. C'était vraiment une question de voiture qui ne marchait pas. Et ouais, on verra ce que leur réserve la suite de la saison. Mais en effet, Monza, je suis d'accord. Il ne faut pas s'attendre à un nouveau doublé cette année. Non, ça va être compliqué. Là, clairement,
Ce sera pas la même histoire que l'an dernier, encore que. Vous savez, Monza nous offre des grandes surprises ces dernières saisons, mais là, ce serait une gigantesque surprise, encore plus que celle de l'an dernier, très clairement. Bon, chez Alfa Romeo, bah, c'est triste, hein, évidemment, ce qui est arrivé à Valtteri Bottas, accroché par Nicolas Latifi, qui sait évidemment ce qu'il aurait pu faire. Guan Yu Zhou, lui, qui termine 14e, voilà, bon, un week-end. Ça fait malheureusement quelques week-ends où ça stagne chez Alfa, où ça marque plus trop de points, ça devient un petit peu compliqué hein, pour. Ça roule pas, quoi. Alfa Romeo et As, en fait, c'est le même panier. C'est un peu lié aussi au souci de fiabilité de Ferrari. Donc, ils se prennent des pénalités, des places, des composants qui ne fonctionnent pas, qui tombent en panne. Encore une fois, le vendredi pour Valtteri Bottas. Quand vous ne pouvez pas préparer un week-end correctement, ça reste difficile. La As a eu son lot d'évolution. Ça n'a pas l'air d'être extrêmement concluant, on va dire, pour l'instant. Donc, bon, pourtant, c'est une As qui se rapproche de la Ferrari qui était une des références du début de saison. Ouais, c'est pas très très concluant en termes de performance. À voir, parce que la As aussi a été extrêmement aussi fluctuante en termes de. Pas autant que chez McLaren, mais un peu comme d'autres, effectivement, en termes de circuit. Donc, voilà, si ce circuit rapide n'est pas l'idéal pour eux. Donc, à voir à Zandvoort ce que ça peut donner. Voilà, et puis Alfa Romeo, pareil, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop amené non plus d'évolution ces derniers temps. Plus les problèmes de fiabilité, c'est très difficile pour Valtteri Bottas de performer. Après, Guan Yu Zhou a fait quand même des performances assez sympathiques sur un tour ce week-end, je trouve. Bon, voilà, il faut attendre effectivement une meilleure fortune pour eux, pour remonter un peu dans le top 10. Mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu décrochés de ce top 10 là, depuis quelques courses. Ouais. Bah, pour le coup, Alfa Romeo, je ne jugerai vraiment pas ce week-end parce que les deux pilotes avaient. Je dis pas de bêtises, hein, les deux pilotes avaient une pénalité sur la grille. Et puis Bottas a eu son problème en libre 1, il n'a pas roulé, il se fait sortir au deuxième tour. Et Guan Yu Zhou partait très loin. Donc on ne va pas les juger sur ce week-end, c'est sûr qu'on ne les a pas vus. Et puis pour évoquer As, pour le coup, je crois que c'était peut-être la plus mauvaise équipe du plateau pour le coup, ce week-end. Je pense qu'ils avaient une voiture légèrement meilleure que la Williams. Mais par contre, ouais, en termes de. Ils étaient nulle part. Hein. En course, ils sont partis assez vite sur une mauvaise stratégie, ils n'avaient pas de rythme. Donc, ils ont disparu dans les profondeurs du classement et ils ne sont même pas remontés sur le train Albon en fin de course. Donc, ouais, week-end compliqué. As, faut voir, je suis d'accord, ça peut d'une course à l'autre. Ils peuvent très bien nous sortir une Q3 la semaine prochaine et même eux ne pas savoir pourquoi. Et Alfa Romeo, je suis d'accord, ça agresse depuis quelques courses. Ils ont vraiment besoin d'un peu plus de réussite et de chance quand même, surtout Bottas. Quand même Bottas qui leur apporte la majorité des points cette année. Et ça fait quelques temps qu'il n'a pas pu s'exprimer non plus de la meilleure des façons. Donc, espérons pour ces deux équipes que ce soit juste un week-end à oublier, que ça puisse rebondir dès le prochain. Mais pour eux, on peut être moins inquiet quand même que pour d'autres équipes. Ouais, c'est vrai que As, bon voilà, hein, ils ont été quand même sur quelque chose de terrible ce week-end, mais voilà, de toute façon, ils ont leurs 34 points, ils sont contents, voilà. Et eux, leur saison est déjà réussie. Donc autant vous dire que c'est pas très grave. Mathieu qui dit, c'est dommage pour Alpha être invisible le week-end où le grand patron d'Audi est présent. C'est vrai qu'effectivement, puisque voilà, Alfa Romeo va cesser de sponsoriser l'écurie Sauber, qui va bien pouvoir remplacer Alfa Romeo, c'est pas... c'est pas, alors... Toujours. On va faire toutes les marques de chez Stellantis qui vont sponsoriser Sauber pendant les 25 prochaines années, ça va être incroyable. Jeep Jeep F1 Team, ça c'est bien, voilà. Ah ouais, Cap Team. Ça va être quelque chose. Autour des bacs à gravier. Alonso sera la recrue phare. Et évidemment, sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'écurie Sauber, Audi a donc annoncé son arrivée en 2026 en tant que motoriste. Ouais. Rien à voir, évidemment. Faudrait encore une bonne heure, voire deux, hein, si on veut tout évoquer. Ah là, si on commence à parler de tout, mais évoquons quand même ces transferts, parce que depuis la dernière fois que nous avions parlé, ça a un petit peu bougé. Hein. On était encore juste à Alonso et chez Aston Martin, et Oscar Piastri fait n'importe quoi. Depuis, on a appris qu'Otmar Zafnauer est un sacré dindon de la farce, mais alors... Moi, j'ai quand même un petit peu de peine pour lui. Oh, Dekilan qui nous dit dans le chat, Jeep Ganassi. C'est validé, ça, elle est tout à fait valide, celle-là. Hein. Elle est formidable, on va en faire des t-shirts. mais du coup, Otmar Zafnauer, qui est à peu près la seule personne au monde à ne pas être au courant qu'Alonso allait partir avant qu'il l'annonce. Ça, c'était quand même grandiose. Et depuis, donc Ricciardo ne sera pas chez McLaren l'an prochain. Ça, malheureusement,
On prend tout ça dans quel ordre? Parce que tout est un peu lié maintenant. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que Hein. tous les transferts ne sont qu'un seul. Donc ça devient compliqué. Effectivement, le transfert choc la retraite de Sébastien Vettel ayant entraîné effectivement ce qu'on commentait effectivement avant de prendre vacances et de prendre congé de vous, c'est-à-dire l'arrivée d'Alonso chez Aston Martin et le refus d'Asper Piastri d'aller chez Alpine, de rouler chez Alpine l'année prochaine, nous disait clairement que Oscar Piastri avait signé chez McLaren. Donc voilà, c'était clair et net. Daniel Ricciardo a donc été écarté suite à négociation de McLaren pour l'année prochaine. Il touchera un gros dédit, je ne sais pas s'il touchera son salaire complet, mais ça sera sûrement une très très grosse somme, au moins la moitié, voire les 3/4 de son salaire, pour ne pas rouler, mais aussi être libre de signer ailleurs. Donc voilà, c'est un petit peu triste parce que en fait, ces gens chez McLaren, autant Zak Brown que André Seidel, que Ricciardo d'ailleurs, au mois de juillet, vous assurez encore de faire tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Alors que bon, ça fait déjà même, Daniel Ricciardo disait que ça fait comme plusieurs semaines qu'on commençait un petit peu à évoquer sa situation, que ça n'allait pas. Et en gros, ça date pas de fin juillet, le fait qu'il soit écarté de McLaren pour la suite. Donc c'est toujours pareil en Formule 1, on vous sert une version en public et c'est autre chose qui se passe en coulisses. Finalement, c'est toujours ceux qui titillent, ceux qui mettent la pression dans les médias qui, entre guillemets, je veux dire, ont raison. Je veux dire que l'époque où les médias F1 sortaient des rumeurs à la mort Malneux complètement invérifiées et totalement loufoques est vraiment révolue. Je veux dire que quasiment tout ce que vous pouvez dire maintenant sur les sites de F1 sérieux, je mets nextgenauto.com effectivement dans le lot, mais il n'y a pas que nous, il y a beaucoup d'autres sites qui sont extrêmement sérieux sur ce genre de choses. Il n'y a plus de fumée sans feu. Il y a rarement des choses très très loufoques qui sont évoquées maintenant en termes de rumeurs. Ça communique beaucoup. Donc voilà, donc Daniel Ricciardo écarté. Pas certain de retrouver une place en F1. Donc ça veut dire que maintenant le prochain domino qu'on attend, c'est effectivement l'affaire que vous avez suivi du CRB, donc le Contract Recognition Board, donc la reconnaissance de contrat, donc organisme fondé par la FIA dans le cadre des accords Concorde pour trancher les litiges sur les contrats F1. Sauf que Oscar Piastri a 2 contrats valides. Un contrat par F1 entre guillemets avec Alpine Academy, en disant que voilà, si vous êtes sur le contrat pour 2023 et 2024, qui nous appartient. Donc juridiquement, sur le plan employeur, il est lié à Alpine. Mais côté F1, donc vraiment le contrat F1, il n'y en a qu'un qui est valide, qui serait signé en premier, c'était celui de McLaren. Donc c'est ce qui a été jugé, entre guillemets, hier, lundi à Genève, par le CRB. On n'a pas de résultat et c'est normal. Peut-être que ça a été tranché, peut-être que ça n'a pas été tranché et ça prendra jusqu'à 72 heures. C'est le délai maximum pour que le CRB rende son verdict. Après, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une annonce de la part d'Alpine et de McLaren quand le CRB aura rendu sa décision. Parce que maintenant, ça va être une affaire de gros sous entre Alpine et McLaren, parce qu'il est clair que Alpine, ayant eu ce camouflet de la part de Piastri, même si Piastri l'aurait rendu, entre guillemets, par le CRB, ne pilotera pas pour Alpine. Ce qui veut dire de l'argent sera cherché du côté de McLaren pour financer, entre guillemets, tout ce que Piastri lui aura coûté, donc entre 5 et 10 millions d'euros en formation, en tour en F1, tout ça, donc ça veut dire 5 à 10 millions d'euros à aller chercher. Et si c'est pas McLaren qui leur versera, ça ira se chercher au civil, en justice, devant la Cour de Londres, parce qu'effectivement, il y a 2 contrats valides. Donc vous ne pouvez pas signer vous-même, si vous êtes employé, vous pouvez pas signer avec 2 employeurs différents et choisir le meilleur des employeurs parce que celui-ci vous paye plus ou parce qu'il vous offre un poste plus gratifiant. Ça se fait pas comme ça. Vous n'avez pas le droit dans le civil de faire ça. Et c'est la même chose que ce qui se passe pour Piastri. Donc ça va certainement se faire à l'amiable. C'est pour ça qu'on a vu Otmar Szafnauer dans le motorhome McLaren, très certainement. C'était effectivement pour avancer les options sur la table. Donc je fais un peu le monologue, mais j'essaie de résumer un petit peu. Et du coup, on pose des bases. Donc Piastri ne serait plus l'option numéro 1 d'Alpine. Et l'option numéro 1 que tout le monde avait supposé un petit peu avant ce week-end de Spa, c'était Mick Schumacher. Mick Schumacher qui semblait être effectivement le numéro 1 chez Alpine, parce que Mick Schumacher, ça a été confirmé, n'est plus sous contrat. Ça a été confirmé. Ça a été bien diffusé aujourd'hui. Ferrari n'a pas officiellement confirmé, mais Mick Schumacher n'est plus sous contrat Ferrari Driver Academy à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, il est un agent libre. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas continuer avec Ferrari et avec Haas, mais ça veut dire que il est libre de signer avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si de lui-même, il trouve une place chez Alpine, chez Williams,
Voilà, il peut le faire. Et justement, Mick Schumacher, du coup, on le classe maintenant tout de suite. Il serait pas loin peut-être de signer chez Williams. Ou, si As veut bien continuer avec lui, avec l'appui de Ferrari, ça pourrait continuer là aussi. Mais vu que Ferrari veut tester Antonio Giovinazzi sur 2 libres 1, on se dit qu'il y a quand même de l'eau dans le gaz entre Mick Schumacher et As et Ferrari, et qu'il est quand même assez peu probable que Mick Schumacher continue chez As. Et on peut saluer rapidement, Franck, quand même, la merveilleuse Ferrari Driver Academy qui va aller rechercher Giovinazzi parce qu'ils ont. C'est ça, donc ça, encore une fois, ça prouve aussi le manque d'indépendance aussi de Haas, qui affirme haut et fort qu'ils ne sont pas tributaires de Ferrari pour leur choix de leur pilote. Je veux dire, il y a tellement mieux à aller chercher que Giovinazzi, clairement. Sauf si on est. Après, j'avoue aussi que entre prendre 5 ou 10 millions à Ferrari pour faire rouler Giovinazzi, sachant que vous n'êtes pas au plafond, c'est toujours mieux que d'aller chercher un pilote et de ne pas avoir 5 à 10 millions de ristournes sur la facture moteur. Bien sûr. Donc c'est un choix pour l'instant que As est obligé de faire parce que As n'a pas le plafond budgétaire. Quand As sera au plafond budgétaire et est capable de payer son moteur Ferrari sans que Ferrari ait son grain de sel à dire, ça sera autre chose. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc Steiner, avec tous ses bons mots pour dire non, on est indépendant, en fait, il l'est pas du tout. Donc voilà, donc Mick Schumacher soit resterait chez As, soit irait ailleurs, et je pense plutôt chez Williams que chez Alpine, parce que chez Alpine, donc ce qui arriverait, c'est effectivement que donc Alpine, c'est les gros losers. C'est les gros losers de toute cette séquence. Voilà, Laurent Rossi n'a pas dit un mot. Marc Safner s'est fait prendre pour un pigeon par Alonso. Ils ont perdu et Alonso et Piastri à avoir joué sur 2 tableaux. Ils se retrouvent le bec dans l'eau avec qui mettre à la place. Ricciardo, le mec qui vous a planté il y a 2 ans pour partir avant même que la saison commence. Ricciardo, vu son niveau actuel, je ne dis pas que c'est exclu, Ricciardo, qu'il puisse rebondir là-bas. Mais l'option numéro 1 d'Alpine, c'est bien Pierre Gasly. Voilà, il y a une négociation entre trois équipes qui se passe en ce moment, entre Alpine, McLaren et AlphaTauri, Red Bull en fait, pour mettre donc du coup pour libérer Pierre Gasly avec l'argent versé par McLaren pour Piastri. Donc on rachèterait le contrat de Pierre Gasly. Donc voilà, ça sauverait un petit peu la face d'Alpine. Un duo français, voilà, on oublierait un peu cet épisode, on le mettrait un petit peu sous le tapis. Voilà, ça n'est jamais arrivé. Alonso chez nous, ça n'est jamais arrivé. Piastri, le super talent chez nous, il n'en était pas question. On va voir Pierre Gasly. Voilà, je veux dire, en termes d'image, pour sauver la face, c'est idéal. C'est toujours mieux que Mick Schumacher, parce que Pierre Gasly est quand même plus affirmé, plus compétent. Il est du niveau d'Esteban Ocon, je pense. Voilà, 2 pilotes solides pour développer. Pour moi, le seul point faible, c'est que c'est un duo 100% français. En termes de pression à l'international, c'est pas idéal. Avoir un pilote à l'international pour une équipe, ça permet aussi d'avoir des sons de cloche et des retombées à l'international, c'est-à-dire pour mettre un peu plus de pression. Là, ça va rester entre guillemets dans un microcosme franco-français, c'est le seul point négatif que je vois à ce duo-là. Mais bon, a priori, c'est ce qui va se passer, parce que même Christian Horner et Helmut Marko ont admis avec les bonnes circonstances qu'ils seraient prêts à libérer Pierre Gasly, alors qu'il était quand même ficelé bec et ongle pour 2023, donc à mon avis, ça va arriver. Et donc chez AlphaTauri, arriverait à la place de Pierre Gasly, Colton Herta. Donc là, on peut aussi imaginer qu'il y a une négociation tripartite qui se passerait avec McLaren dans tout ça, voilà, qu'il y a un accord entre 3 équipes. Colton Herta qui arriverait donc chez AlphaTauri. Mick Schumacher chez AlphaTauri, c'est pas exclu non plus, parce que le parcours apprécie beaucoup Mick Schumacher, mais est-ce que c'est le super talent que tout le monde attendait en F1? C'est pas gagné non plus. Voilà, donc voilà, j'essaie de résumer au maximum ce qui se passait. Je sais pas si j'ai oublié des choses, mais juste, Colton Herta n'a pas de super licence et ne l'aura pas, donc ça. Alors, Colton Herta, apparemment, il a 32 points. Il pourrait en grappiller 5-6 de plus en faisant toutes les livres 1 chez AlphaTauri d'ici la fin de l'année. Ça voudrait dire donc le libérer rapidement. Il manquerait quelques points qui pourraient être à la discrétion de la FIA, qui au-delà de 30 points peut juger de manière un peu plus libre. Un peu plus libre, effectivement, si ça peut se faire ou pas. Parce qu'effectivement, techniquement, ouais, c'est tous les grands prix qui restent, mais déjà les 2 prochains, il ne peut pas, puisqu'il est donné à la course d'IndyCar. Après, il est libre, hein, après, il fait ce qu'il veut. Après, oui, c'est ça. Donc, ça se jouera à quelques 2 ou 3 points près. Je pense que ça peut être jouable. Après, effectivement, il faut l'assentiment de la FIA aussi là-dessus, parce qu'il n'y aura pas les 40 points de super licence. Donc voilà, j'ai essayé de résumer à peu près les rumeurs les plus plausibles. Après, ce marché des transferts est tellement fou qu'on pourrait avoir encore d'autres scénarios. Vous avez par contre bien entendu que c'est que dans tous ces scénarios-là, normalement, Daniel Ricciardo n'a pas de place. Il aurait quand même été contacté par Gunther Steiner, mais je vois mal Steiner appeler Ricciardo, le mettre dans sa voiture
même le payer une somme modique et sans avoir un dédommagement quelconque de la part de Ferrari. Tant que As, pour moi, n'a pas de capacité de rouler au plafond ou proche du plafond, je les vois mal dire non à un pilote Ferrari ou soutenu par Ferrari. Pour moi, Ricciardo chez As, c'est vraiment uniquement s'il prend les 20-21 millions de chez McLaren et qu'il dit allez, je vais me faire plaisir un an avec eux. C'est vraiment l'équipe Club Med avec Magnussen, avec Steiner, tout ça. Et il roule gratuitement. Mais à part ça, je vois pas. Je vois pas ce que ça peut faire. Hervé, quand ce que dit Stoffel dans tout ça, il va rester en Formule 1, il va défendre son titre. Hein, Stoffel, il va défendre son titre de champion du monde. Oui, il y a Felipe Drugovich aussi qui peut aussi entrer dans. Mais il a déclaré qu'il cherchait plus une place de pied de dessert. C'est ça, de réserviste. Pour l'instant, mais bon. Voilà, pour l'instant, mais il sent que c'est bouché. Mais après, s'il y a l'opportunité, évidemment, s'il va chercher le titre en F2, si quelques plans tombent à l'eau, parce que tout ça, quand même, c'est un espèce de billard à 17 bandes. Il suffit qu'il y en ait un qui se fâche ou sur lequel ça ne se passe pas comme il faut, et puis voilà, tout le monde se retrouve un petit peu dans la mouise. Donc c'est vrai que c'est rare. Le problème de Djokovic, c'est qu'il n'a pas de financement, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça, ouais. Alors que Mick Schumacher, il a quand même one-on-one derrière lui. Et one-on-one, c'est entre 5 et 8 millions d'euros, je crois, par an. Donc pour remplacer un Latifi qui s'en irait, je crois que Sofina donne entre 15 et 20 millions quand même à Williams. Donc si on récupère sur les 15 millions, on récupère déjà 5 à 8 du côté de Mick Schumacher. Plus la croissance de Williams derrière, qui se fait quand même de manière assez... ça poursuit sur cette lancée-là. On peut se décider de compenser peut-être la perte de Sophie Nafuz par l'arrivée de one-on-one chez Williams. Quoi. Mais bon, c'est hypothétique encore à ce niveau-là. Le seul scénario à peu près plausible pour moi, c'est Piastri chez McLaren et Pierre Gasly chez Alpine. Chez AlphaTauri, ça reste à voir pour Colin Herta, et chez Williams, ça reste ouvert aussi. J'irais le même pronostic que toi, Franck, Piastri chez McLaren, parce que dans tous les cas, et comme tu l'as déjà mentionné, mais quand bien même Alpine aurait raison dans l'histoire avec le CRB et qu'elle aura le droit de faire courir Alpine, Piastri, pardon, on ne voit pas l'intérêt ni pour l'équipe ni pour le pilote désormais après tout ce qui s'est passé de courir ensemble. Donc on parlerait plus d'un dédommagement et dire à McLaren, bon, tu me donnes les 5 et 10 millions et puis à vous. Quoi. Donc ouais, je dirais ça aussi. Gasly, c'est quand même bon signe qu'on ait Red Bull et Horner qui disent, bon, si tout est réuni, en gros, il sera libéré. Je suis d'accord, c'est quand même un énorme changement de position avec il y a quelques semaines où c'était, il restera chez AlphaTauri en 2023, point final. Quoi. Là, on a vu qu'ils étaient un petit peu plus ouverts sur la question, donc il y a de quoi être optimiste pour lui, même si tout peut encore rebondir en effet. Et ouais, juste pour évoquer Ricciardo, alors moi déjà, dès le départ, j'avais jamais cru au fait qu'il pourrait revenir chez Alpine, ça me paraissait complètement insensé, pour plusieurs critères, en fait, le critère sportif tout d'abord. Alors oui, Ricciardo était brillant chez Renault il y a 2 ans, c'est vrai, il les a amenés vers des super résultats, il les a amenés sur le podium, mais ces 2 dernières années, il a fait des performances, à part Monza 2021, quand même assez moyennes pour ne pas dire catastrophiques. Donc le premier critère sportif, il n'est pas rempli. Le deuxième critère, tu l'as dit Franck, au niveau de l'image, le fait que le pilote soit parti de lui-même, avant même le début de saison, même si c'était l'année du Covid et que c'était un petit peu particulier, c'est pas un très bon message qu'on envoie à l'équipe, surtout qu'il venait juste de signer l'année d'avant, qu'il avait quand même un contrat à 25 millions par an et qu'il dit au bout d'un an, merci, je vais pour une équipe qui en plus était équivalente, parce qu'à l'époque, entre Renault et McLaren, on ne parlait pas d'une équipe de milieu de tableau pour aller chez McLaren qui enfilait les victoires comme des perles non plus. Donc c'était... Pour Renault, je pense que c'était très mal passé à l'époque. Et c'était la deuxième raison pour ne pas le reprendre, une raison d'image. Et puis, voilà, il y a des pilotes aujourd'hui bien plus performants que Ricciardo sur la grille, qui méritent plus un baquet chez Alpine. Et Gasly, je suis d'accord, ça a du sens. La limite, c'est en effet que ce soit un duo français. On sait que c'est important pour les constructeurs d'avoir au moins 2 nationalités pour aussi représenter plusieurs marchés. L'avantage d'avoir ces 2 Français-là, c'est qu'on parle quand même de 2 vainqueurs de Grand Prix. Donc, c'est quand même, s'ils arrivent à aligner Ocon et Gasly l'année prochaine, ils peuvent se vanter d'avoir un duo 100% francophone et 100% vainqueur de Grand Prix, ce qui est quand même pas mal. Donc, je trouve que c'est une belle façon de rebondir. Et pour Michael Schumacher, il y a de quoi être un petit peu. Parce que Michael Schumacher, il sera pas sur ça. J'ai mes sources. Ouais, on va Michael tranquille, mais ouais, Mick, je suis un petit peu inquiet pour lui aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas celui qui a l'air d'avoir les cartes en main dans tous les cas, parce que quand même l'impression qu'il irait chez Alpine si Gasly ça ne peut pas se faire, qu'il irait chez Williams, sachant que Williams, ils ont peut-être aussi leur jeune pilote à promouvoir. Il y a Logan Sargent, qui est excellent en Formule 2, qui en plus est américain, donc je ne dis même pas à quel point ça peut être intéressant pour eux. Donc tout ça semble un peu compliqué. Puis c'est effectivement, alors moi franchement, je sais que vous serez du même avis, mais si c'est tout ça pour faire revenir Giovinazzi, sincèrement, surtout que bon, voilà, il y en a certains du chat qui suivent sûrement la Formule E aussi. Il a réalisé une saison quand même absolument
désastreuse, quoi. Je crois que c'est le seul pilote du plateau qui n'a pas marqué le moindre point. Enfin bon, vous arrivez en tant que pilote de Formule 1 en Formule 2, vous êtes normalement une star. Alors là, je crois qu'il a rejoint une équipe un peu plus jeune. J'avoue que je ne suis pas très spécialiste de la Formule 1, mais il y avait, je crois, des circonstances un peu difficiles. Mais enfin, malgré tout, vous arrivez de la Formule 1, vous êtes le plus mauvais en Formule 1. Je suis désolé, ça fait un petit peu tâche. Donc si après ça, il revient en Formule 1 chez As, franchement, c'est quand même un mec qui a de la chance dans son parcours en Formule 1, parce que là, il y a des mecs qui mériteraient une chance qu'on n'a jamais. Lui, il en aura peut-être on peut parler d'une 3e ou 4e chance pour Giovinazzi, parce que ça fait un petit moment qu'il est autour, il a quasiment 30 ans. Enfin, c'est un choix assez dommage si c'est le cas, parce que c'est quand même un pilote qui mériterait plus. Je suis d'accord. Et je tiendrais même presque plus un maintien de Latifi qu'un retour de Giovinazzi, c'est pour te dire. Ouais, moi aussi. Non, j'ai vraiment pas envie de le revoir non plus. Hervé Lécran se dit Mick Schumacher n'aurait pas un avenir chez Audi. Bah ouais, mais Audi, ils arrivent en 2026. 2026, C'est-à-dire qu'il faut tenir en F1 et prouver qu'on est capable de progresser en F1 jusqu'en 2026. Ça veut donc dire 4 années de progression pour Mick Schumacher. C'est ça. Voilà, il faut pouvoir prouver ça. Donc, c'est un peu compliqué, effectivement. Après, on l'a pas mentionné, le baquet Alfa Romeo n'est pas encore confirmé pour l'année prochaine. Maintenant, il y a 99% de chances que Zhou soit conservé. Donc, mais après, ça peut être pour une seule année supplémentaire. Mais voilà, même si Mick voulait aller chez Alfa Romeo, enfin on va dire Sauber, d'ici 1 an ou 2, il faudrait que la place soit libre. Et Bottas est sous contrat pluriannuel, je ne pense pas qu'il va partir tout de suite. Et Zhou, il fait quand même une très bonne année pour un débutant. Et il a en plus des apports. Donc, je ne vois pas partir tout de suite. Donc non, Sauber, ce ne sera pas une opportunité dans les médias pour Schumacher. En tout cas, bon, de toute façon, vous savez qu'on se retrouve lundi prochain. On aura certainement 15 nouvelles rumeurs à vous commenter. Et c'est ce qui est beau avec cette silly season qui est particulièrement silly. Depuis l'annonce de Sébastien Vettel, on a bien hâte de voir ce que ça va donner. La F1, ça continue donc dès ce week-end, le Grand Prix des Pays-Bas, avec un Max Verstappen qui va débarquer leader du championnat avec 100 points d'avance. Et qui a très belle chance de gagner comme l'an dernier à domicile. Et là, il va venir avec le numéro 1. Donc autant vous dire que ça va être encore une fois la folie. Avec ses spectateurs et ses supporters qui n'ont pas encore, évidemment, décuvé de Spa. Donc maintenant, il faut se remettre sur Zandvoort. Et puis après, la semaine après, c'est Monza aussi, c'est pas loin. Est-ce qu'ils vont interdire les fumigènes à Zandvoort ou pas? Je crois pas. Je pense pas, là c'est un concept. Ils diront, mais non, mais c'est le sable, c'est les dunes, il y a du vent. Mais du coup, quand même, Verstappen, il aura quasiment eu 3 grands prix à domicile cette année. Parce qu'on peut dire l'Autriche, c'était quasiment à domicile. Là, Belgique, c'était pas mal quand même les tribunes. Donc il s'en sort bien, le Max. 3 grands prix à domicile sur une seule saison. Il y en a 50. Après, t'inquiète pas que la majorité de ceux qui retasent Zandvoort diront, bon, allez, on prend la caravane, on va en Italie, à Monza, on va faire quelques jours en Italie. Enfin voilà, c'est. Après, effectivement, une fois qu'on va partir à Singapour, au Japon et autres, ça va être plus compliqué. Et encore qu'au Japon, à mon avis, Red Bull va conserver une très très forte cote de sympathie et de popularité avec le moteur Honda qui n'en est pas un. Il y a qu'au Mexique où il ne sera pas chez lui. Voilà, au Mexique, ce sera tout pour son équipier. Mais sinon, ça va être assez formidable pour Max Verstappen, effectivement. Écoute, voilà, c'est cool pour lui. J'ai l'impression maintenant il va être un peu en mode jubilé, quasiment, vu qu'il a quasiment titre gagné, même s'il faut continuer de travailler. Voilà, il peut peut-être y aller un peu plus tranquille et se faire un peu plus plaisir. En tout cas, ce week-end, le Grand Prix des Pays-Bas, on en parle lundi à 20h30 dans le Grand Prix, cette fois-ci. Et puis la semaine d'après, ce sera mardi. Oui, l'émission n'arrête pas de bouger, mais voilà, on fait ce qu'on peut, mesdames et messieurs. Le principal, c'est qu'il y a des impératifs. Voilà. Comme on sait que l'annonce tombera lundi, on est dans le secret des dieux, on sera là lundi soir. Exactement, on fait ça simplement pour pouvoir vous commenter en direct toutes les annonces qui sont faites et qui sont intéressantes. À un moment donné, c'est ça aussi être influenceur. Et là, on va me clipper, Lundi 23h59, alors, il n'y a pas eu d'annonce aujourd'hui, On trouvera bien un truc à leur annoncer, là, t'inquiète pas. Ah oui, alors ça, faites-nous confiance, il y aura forcément des choses à annoncer. Merci Franck, merci Paul d'avoir été là. Merci ma gueule, merci à tout le monde. Merci pour votre patience, parce qu'il faut... Voilà, le retard est de ma faute. Je suis navré. Voilà, toutes mes confuses. Inès nous dit, vous avez des infos donc? Ah mais on a des infos. Ah bah évidemment. Je vous ai jamais dit qu'on avait que des infos uniquement pertinentes en rapport avec la Formule 1, mais on a des infos. Ça, vous en faites pas. Il faudra venir lundi, évidemment, pour voir si nous avons vu juste ou pas. Merci beaucoup d'avoir été là. Le chat, vous avez été nombreux, vous avez été super sympa comme d'habitude. Et à la prochaine, jeudi, on en parlera aussi de tout ça, évidemment, dans le Racing Café, bien évidemment. Et puis on se retrouve aussi dimanche, parce que c'est l'avant-dernière course du championnat IndyCar. Championnat que personne n'a envie de gagner pour l'instant, donc c'est super serré, donc c'est super intéressant à suivre, évidemment. Allez, à bientôt les amis, ciao ciao. Salut. Ciao.